J'ai vu tes posts où tu parles un peu de toi, tu parles un peu de ton quotidien, un peu d'expériences passées. Du coup, je me suis dit, c'est là la force de LinkedIn en fait. C'est qu'on peut être dans des secteurs différents, par contre, il y a les sujets, on a les mêmes en fait. Le fait d'être sympa, je pense pas que ce soit un devoir de manager. Ça aide quand t'es quelqu'un de sympa et qu'en plus t'aimes bien le faire. Si je me dis, en tant que manager, je dois être sympa alors que quelque chose ne m'a pas convenu, je m'égare. Avant, dans les restaurants, on manageait en gueulant sur les gens. On mettait des coups de casserole, on brûlait. En fait, on est dans un mode complexe. Et c'est la même chose dans la restauration de l'IT. T'as beau créer un plan de A à Z et prendre du temps et tout, il y a forcément un truc qui va déraper. Aujourd'hui, on est tous à la bourre et on est tous en train de se grouiller toute la journée. On est tellement pressé par le temps, on a tellement de choses à faire qu'on ne fait même plus attention aux autres. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Que du numéro 10 agile. Je suis Christophe. Et aujourd'hui, c'est la reprise des podcasts vidéo sur YouTube où j'ai mis en pause pendant un moment. Et aujourd'hui, je suis ravi d'inviter une amie à moi qui est une top gun dans l'entrepreneuriat, qui m'a aidé aussi à me lancer. Et voilà, Laurine, je suis super content que tu sois là. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui. Bonjour tout le monde. Donc, par où je commence ? Je pense que je peux faire un petit disclaimer pour aller sur ton... pour rajouter à ton intro, par des gens freestyle. Pour les personnes qui écoutent et regardent le podcast, ton podcast, Chris, j'aimerais bien qu'ils sachent, ou en tout cas que les personnes prennent conscience de à quel point tu es quelqu'un de sympa et de rafraîchissant. Et ça fait du bien d'avoir des discussions avec toi. Et tu sais, il y a des gens qui sont où tu as des discussions avec eux et c'est, je sais pas, particulièrement stimulant ou challengeant, ou voilà, tu y vas pour des raisons. Mais avec toi, ça fait toujours du bien. Et je pense que c'est une qualité rare. Donc, je te le dis, parce que je ne te l'avais jamais dit. Et du coup, j'ai envie que les gens qui te suivent et qui t'écoutent le sachent aussi. Et puis, s'ils ne sont pas d'accord, ils savent qu'ils ne te connaissent pas assez. Et qu'il faut écouter un autre épisode en plus, ou je ne sais pas, écouter d'épisodes dont c'est toi l'invité. Et du coup, je me présente. Je viens de l'industrie de la restauration et de l'hôtellerie. J'ai fait que ça. J'en ai fait mes études, j'en ai fait les tout premiers stages où tu commences au collège, tu sais, on t'envoie quand tu fais 1m12 dans une entreprise. Moi, c'était dans un restaurant étoilé. Et j'ai fait que ça. Donc, j'ai travaillé dans des hôtels, des restaurants de toutes les gammes, dans différents pays. Du très haut de gamme, du très casual aussi, dans la restauration plus de tous les jours. En cuisine, en service, en management, en exploitation, en direction. Et ça fait 4 ans que je fais le même travail qu'avant, donc de la gestion de restaurant, mais pour les autres, en les accompagnant. Donc, j'accompagne des restaurateurs et des restauratrices indépendants. Donc, pas des personnes en franchise, parce que ce sont des métiers différents, et dans le développement de leur business, en passant par tous les chemins qu'il faut pour le faire. Et les 2 chemins principaux qu'on emprunte le plus souvent, c'est à quel point toi, en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, tu arrives à être bien dans ton rôle et dans ta boîte et dans ton projet, à quel point tu arrives à être bien avec les autres, qui sont ton équipe et tes clients. Et du coup, on travaille là-dessus, en opposition avec des gens qui travailleront sur... des cartes, des recettes, de la déco, des stratégies pour les réseaux sociaux qui sont hyper importantes, mais qui ne garantissent pas le bien-être des gens et l'efficacité non plus, tu vois. Avoir une super carte, un super compte Insta, mais être en burn-out 300 jours par an, c'est pas de la réussite. Direct, tu lances les gros mots. Ouais, c'est pour simplifier, quoi. Mais voilà, c'est pour expliquer mon parti pris sur le sujet. Ouais, et c'est quoi qui a fait le switch pour que tu passes justement à ton compte ? Parce qu'avant, tu n'étais pas à ton compte. Ouais. Le switch, ça n'a même pas été un switch, ça a plutôt été une pente, mais une pente comme ça. J'ai quitté un dernier poste, dans le but de m'expatrier, de requitter Paris, que j'avais déjà quitté. Et en fait, entre le moment de quitter mon poste et le déménagement, on m'a sollicité. Une première fois, une deuxième fois. Après, du coup, je me suis dit... j'ai eu un peu un échantillon de ce que c'était, du coup, de
bosser pour une boîte sans être dedans. L'échantillon était incroyable. Le fait d'être 10 fois plus créative, d'être 10 fois plus avec une bien meilleure perspective, d'avoir du temps pour venir vraiment étudier les sujets et pas être juste tout le temps dans les opérations, dans le tunnel et donc mettre des ronds dans des carrés toute la journée, être dans l'urgence. Donc là, moi, j'y ai pris goût. Le fait d'y prendre goût m'a donné envie de réfléchir à une façon de continuer à le faire. Donc j'ai fait un peu comme une petite formation création d'entreprise. Avec du recul, je me dis qu'elle était toute pourrie, mais pour moi, c'était déjà énorme à ce moment-là. Et du coup, j'ai travaillé la cible, le produit. Et en fait, en allant rencontrer et étudier ma cible client, en fait, j'en ai... Oh, pardon, le micro. J'en ai converti... des personnes à qui je voulais juste poser des questions et payer un café, on propose des missions. Et puis après, en fait, il s'est passé une mission, 2 missions, 3 missions. Et puis après, je me suis dit, mais ça y est, c'est mon boulot, en fait, je m'en suis pas rendu compte. Donc ça s'est fait sur 6 à 9 mois, le côté un peu... je fais des trucs et ça marche et je m'amuse bien et ça plaît. Et après, j'ai pris le truc en main officiellement en décidant de communiquer, en créant un site, en créant un vrai produit, des plaquettes. J'ai officialisé comme ça. Ça a pris 9 mois. Mais quand tu étais en salarié, en fait, tu manageais déjà plusieurs équipes, c'est ça hein? Ouais. T'avais combien d'équipes à manager Alors, mon dernier rôle, c'était de gérer toute l'exploitation et les opérations de 5 cafés. Donc, c'est 5 équipes. Et dans les équipes, il y a un manager, un assistant manager, un chef. Et après, il y a des experts services, barista, des trucs comme ça. Donc, il y en avait 5. Et dans cette entreprise, ça représentait une 50aine de personnes, selon la saison, entre 50 et 70 personnes. Et après, moi, en management direct, c'était les managers, les assistants managers, en binôme. Et les chefs, parce que pendant un temps, j'ai occupé ce rôle en étant aussi chef exécutif. Et le chef exécutif dans une boîte de resto, c'est la personne qui crée aussi les recettes. Et du coup, à la fois, je créais, formais, mettais en place les chefs et à la fois ça. Donc, c'est une 50aine de personnes sur 5 entités. Ouais. En fait, pourquoi je te dis ça là? Parce que moi, on est plutôt sur un podcast sur l'IT et l'agilité. Mais moi, je trouve ça intéressant de faire les ponts avec les autres secteurs, tu vois. Et la restauration, tu viens de le dire. Tu manageais 5 équipes, 5 cafés différents. Ouais. Avec des expertises différentes, avec un client, avec de l'opérationnel, tu vois. Dans l'IT, tu as de l'opérationnel aussi, de la production. Donc, ouais, il y a... Je pense qu'on peut trouver des points communs, des personnalités aussi. Mais en fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Laurine, en fait. En fait, moi, j'ai démarré sur LinkedIn. Donc, clairement, je comprenais rien à ce réseau. Je voyais des textes, des posts experts de leur domaine. J'ai dit, ouais, ils sont experts, ok, je sais pas, c'est quoi leur référence client, c'est quoi leur victoire, j'en sais rien. Et après, j'ai vu tes posts où tu parlais un peu de toi, tu parlais un peu de ton quotidien, un peu d'expérience passée. Et j'ai dit, ah, c'est marrant ça. Et tu parlais un peu aussi des galères. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est là la force de LinkedIn, en fait. C'est qu'on peut être dans des secteurs différents. Par contre, il y a des sujets, on a les mêmes en fait. La gestion d'équipe, on pose au niveau système, si le système est cassé, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute de l'argent, on rajoute des gens, tu vois, la petite souris et tout. Et dans l'IT, c'est pareil en fait, tu vois. Et dans la restauration, l'expérience du terrain, il y a la grosse pression, tu vois. On a le client direct en face et tout. Si t'es manager d'un restaurant, comment tu fais, tu vois, pour manager tout ça et tout. Donc c'est pour ça que je t'ai invité sur ça. Je t'invite aussi parce que maintenant on s'entend bien et tout. Mais ouais, je trouvais ça intéressant, tu vois, de changer un peu, discuter des différents secteurs parce qu'en fait, on a plein de trucs en commun, en fait. On a les mêmes problématiques, en fait. Moi, j'adore aller regarder ce qui se passe dans les autres boîtes. Je l'utilise. Avant, je n'avais pas ce recul et cette perspective pour le faire quand je le faisais. Mais aujourd'hui, que je le fais avec des clients ou avec eux, où je les aide à le faire, en fait, les idées, les façons de faire, je les prends pas à la restauration, puisque nous, on est à la bourre, en fait, en restauration. Donc, je vais les prendre ailleurs. À la maison, Victor, il travaille dans la tech. Ouais. On ne donnera pas le nom de la boîte, mais... On se met un S. C'est une grosse boîte, et alors il y a plein de trucs qui ne marchent pas chez eux. Il y a plein de trucs qui marchent bien. Et en fait, je vais m'inspirer, tu vois, de
meetings ou de... En ce moment, il a un manager qui gère d'une certaine façon les moments de crise et de stress. Et je le trouve trop bien. Et en fait, je ne l'avais jamais vu ailleurs. Je ne l'avais jamais vu chez des clients ou dans la restauration. Donc, je pense qu'il faut faire des croisées. Si on veut devenir plus intelligent dans notre façon de faire, faut aller chercher plus loin, quoi. C'est quoi justement comme astuce Ouais, c'est un mec qui... c'est un gars qui est assez focus résultat. Donc, dans la boîte, ils sont très orientés. Ça parle vraiment chiffres, combien de temps tu l'as fait, combien de personnes. Enfin, tu vois, c'est hyper... Il n'y a pas de comment tu te sens le matin, c'est quoi le mood. Personne n'en a rien à faire. Ouais. Et du coup, son manager, il est vachement comme ça. Et moi, je me suis toujours dit, mais il est hyper froid, le mec. Pourtant, c'est aussi un pote, hein, on l'aime bien. Mais je me disais, mais ça doit être horrible de bosser avec lui. Et Victor, il me disait, non, ça va, parce qu'en fait, quand j'ai des énormes coups de pression, des coups de jus, je peux aller le voir et je peux lui dire que je suis en train de péter un câble et j'ai besoin de vider mon sac. Et en fait, le mec en face, qui est du coup très pragmatique, rationnel, toujours à parler de chiffres, il arrive à donner un espace de décompression et il se démerde toujours pour que tu quittes la pièce en ayant rigolé. Et c'est un truc, je pense qu'il n'a pas conscience qu'il le fait. C'est Victor qui me raconte ça. Il me dit, j'arrive, j'explose, je vide mon truc, je sais pas, je critique quelqu'un ou machin, voilà, je fais des trucs qui pourraient être incorrects dans le milieu professionnel. Le mec écoute, il participe pas, ce qui est quand même une bonne posture. Et à la fin, il te lâche toujours une petite blague en mode c'est bon, t'as pété un coup. Tu vois, un truc que tu fais avec les enfants, normalement, ça marche, mais ça marche aussi sur nous. Et ça, tu vois, c'est un truc où j'ai beaucoup de mes clients qui ont des cocottes minutes dans leurs équipes, des chefs de cuisine ou tu vois, des gros moments de pression opérationnelle. Et après ça, c'est la guirlande dans le bureau. Tout le monde débarque avec pour le bureau des plaintes. Et ils le vivent trop mal, mais ils sont pas armés du fait qu'on n'est pas obligé de subir le bureau des plaintes quand on est manager. On peut aussi avoir un petit contrôle dessus, tu vois. Et ce mec-là, Brice, il te laisse jamais quitter la pièce ou la réunion si t'es pas mieux que quand t'es arrivé. Et ça, c'est un truc de ouf. Ouais, et tu sais quoi, j'utilise cette même astuce. Pourquoi je te dis ça ? En coaching, tu l'utilises, tu vois, dans l'expérience client, d'abord, tu accueilles la personne dans le mood et petit à petit, c'est toi qui l'emmènes sur l'autre terrain d'humeur. Mais en management, quand tu n'as jamais étudié ni l'un ni l'autre, tu vois, c'est juste des gens qui, émotionnellement ou socialement, ont la capacité de le faire. Ouais, et c'est surtout aussi... moi, je travaille dans les grands groupes depuis une dizaine d'années. Et à chaque fois, les gens... le problème numéro un des gens, c'est le coup de synchro. Donc les gens, ils sont toujours en réunion, en fait. Toujours en réunion, et tu as beaucoup de gens qui ont la pression sociale ou ils ont peur, le FOMO, ont peur de louper une information. Ils acceptent toutes les réunions. Ouais. Du coup, toutes les réunions, ils sont... Et comme ils n'ont pas la loi des deux pieds, la loi des deux pieds, c'est quoi ? C'est quand une réunion, je contribue pas ou j'apprends rien, je me casse. Il y en a qui restent en réunion tout le temps. Ça s'appelle la loi des deux pieds ? Ouais, la loi des deux pieds. Où tu te dis, si je contribue pas ou j'apprends rien ou j'ai rien à apporter, je peux partir, personne va me juger. Enfin. Pourquoi les deux pieds, du coup ? Bah, les deux pieds, tu te lèves et tu oui. te pars. Tu te lèves et tu te casses. Voilà. Donc en fait, moi, au fil des années, j'ai compris que les gens, la plupart du temps, ils sont en stress avec toutes les réunions et tout. Et du coup, quand on a une réunion en 1 versus 1 avec une personne, le but, c'est qu'elle ressorte de la réunion justement avec plus d'énergie qu'elle est entrée, en fait. Parce que malheureusement, elle a déjà subi plein de réunions avant. Des fois, c'est productif, des fois, c'est pas productif. Donc moi, à chaque fois, j'essaie de faire ça. Et j'ai toujours d'avoir un mot, entre guillemets, sympa. Je dis, ah, le boss, ah, le maréchal. Tu sais, ça avait fait rire. Ça avait fait rire. Et une fois, il y en a un qui m'a dit ouais, t'as toujours un mot sympa et tout. Je dis c'est pas une question d'un mot sympa. Enfin, je sais que toute la journée, vous êtes des experts. Moi, je leur apprends pas à travailler. Par contre, je vois que des fois, il y a des problèmes ou des non-dits. Et le but, c'est qu'ils se détendent et qu'ils se disent les choses, en fait, clairement. Et c'est pas être bienveillant, en fait. C'est déjà respecter la personne, déjà la maîtresse, pour justement puisse parler des conversations difficiles et des choses qu'il faut dire, en fait. En fait, je vois une grande différence là, c'est que toi, du coup, tu vas y mettre une intention. Ouais. Ça veut dire que tu l'as intégré dans ton rôle à toi, l'importance de faire ça. En plus, tu en as la capacité. En plus, tu arrives, j'imagine, à faire poser les gens. Tu vas mettre le cadre en mode... tu vois, rien que le fait de s'asseoir, de commencer une réunion en mode... Viens, on souffle 2 secondes. Ça va, toi, là, à l'instant, tu veux un verre d'eau, tu fais une cassure.
Et le truc, c'est que je pense qu'il y a des gens qui le font sans intentionnalité ou qui, tu vois, un peu comme le mec dont je parlais, qui le fait juste parce qu'il est intelligent pour ça. Et après, tu as ceux qui le font pas parce qu'ils sont aussi en train de subir le train de la journée. Et en fait, il n'y a aucun recul, il n'y a aucune respiration entre les choses. Et là, du coup, tu récupères quelqu'un qui se déverse sur toi, vous montez dans un train qui va encore plus vite à deux. Et là, c'est encore pire. Et le côté de vouloir le faire intentionnellement, tu as dit à un instant où c'est pas forcément bienveillant, ben si, ça l'est. Parce que quelqu'un qui vient et qui est trop mal, qui a subi sa journée, qui arrive vers toi, son manager, et toi, tu lui donnes de l'empathie en retour, c'est de la complaisance, tu vois. En fait, c'est intéressant l'empathie, mais ça a jamais rien changé, tu vois. Sauf si quelqu'un a vraiment besoin de ça. Mais en tant que manager, tu peux donner bien plus riche comme expérience de rencontre. Et la vraie bienveillance, c'est viens, on va aussi parler des trucs chiants, on va aussi machin, puis je vais te faire une blague, et puis bidule, et il y a une intentionnalité. Ouais, le but, c'est pas d'être sympa pour être sympa. Parce que c'est sympa pour être sympa, et du coup, les choses qui sont merdiques ou les choses qui bloquent, bah, t'esquives. Du coup, la situation, elle change pas. Puis tu te perds aussi. Et ça, c'est naze. Moi, je prends la posture, entre guillemets, du mec sympa, parce qu'en fait, il faut créer la confiance et la conversation. Mais c'est aussi, justement, adresser ça, en fait. Ouais. Parce qu'au final, si t'as un discours complaisant ou t'as un mec sympa, mais tu fuis le vrai sujet, Ouais. bah, comme je disais tout à l'heure, tu ressors de la réunion, t'as fui le sujet, Ouais. c'est pas forcément mieux. Ou alors, si tu l'as abordé dans une... tu vois, le fait d'être sympa, je pense pas que ce soit un devoir de manager. Je pense que vraiment, ça aide quand t'es quelqu'un de sympa et qu'en plus, t'aimes bien le faire. Mais on n'est pas... Moi, je me considère comme quelqu'un de sympa. Enfin, je pense que ça peut me qualifier, mais pas tous les jours. Et le truc, c'est que si je me dis, en tant que manager, je dois être sympa pour... Enfin, tu vois, c'est un de mes moteurs pour cette réunion, où je dois l'être alors que quelque chose ne m'a pas convenu, ben, je m'égare. Et à la fin, on a peut-être parlé du sujet, comme tu dis, le sujet qui fâche, et on en a peut-être parlé. Mais moi, je l'ai abordé dans une posture qui me convient pas en tant que manager. Et du coup, je j'ai pas le soulagement, j'ai pas la confiance. L'autre, il repart en ayant compris un autre truc, enfin, tu vois, avec un petit peu de nuance. Et du coup, ben, trop important d'être sympa, mais aussi important de savoir, ben, parfois l'être un peu moins. Tu vois, c'est OK. Comme avec des potes. Tu as ton pote en décembre, tu as ton pote en février, tu as ton pote en janvier, en juin, ou j'en sais rien. Ben, parfois, on est juste un peu moins, un peu plus. Ça me fait marrer, ça me fait rappeler un sujet. Quand j'aimais bien voyager avec mes potes avant. Et pareil, des fois, il y avait des conversations difficiles, tu vois. Toi, t'as toujours un qui se lève tard et l'autre qui se lève tôt parce qu'il y a le décalage horaire et du coup, il a envie de visiter plus de trucs. Et l'autre qui se lève à 11h. Bah, tu vois, ce genre de conversation, même si on n'est pas, tu vois, on esquive des fois. Et à un moment donné, ça pète. Parce qu'on n'a plus les mêmes priorités. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que t'as dressé le problème ou le sujet à la personne? Non. Parce qu'on a esquivé, en fait. Ouais. Après, je pense qu'il y a des gens... Je trouve que dans le cercle pro, l'étiquette professionnelle fait que tu peux c'est possible de se cacher derrière et de dire nous devons parler de ça. Dans le perso, il y a des gens qui, si tu les adresses comme ça, frontal, pour parler de bon mec, tu te lèves tôt, moi je me lève tard, c'est compliqué. C'est une violence pour eux. Donc, mais ouais, je suis d'accord. Quand tu as le truc à l'intérieur qui te dit là, il y a un truc qui me convient pas, soit tu le gardes et tu pourris comme une pomme, soit tu le sors quoi. Et du coup, tu aurais fait un business avec les restaurateurs parce qu'en fait, tu les aides pas à créer un restaurant en fait. Tu les accompagnes. En fait, ils ont déjà leur restaurant, ils essaient un peu de, comment dire, d'être meilleurs dans leur orga et dans la rentabilité en fait de la boîte. C'est un peu ça que tu fais en fait. Ouais. Il y a des gens qui font de l'accompagnement pour la création d'entreprise, mais c'est un autre, tu vois, le business plan, le financement, le local et tout. Enfin, c'est un autre business. Moi, vraiment, la question à laquelle je réponds pour eux, et c'était la même à laquelle je répondais quand j'étais salariée, c'est comment est-ce qu'on fait pour se développer, voire se dupliquer, sans développer avec les emmerdes, le coût, le stress, les problèmes, les craintes. Et du coup, l'idée, c'est de permettre à l'entreprise de faire de la croissance ou de revenir sur une phase de croissance. Parfois, on s'est égaré. Et de le faire d'une façon qui rend le restaurateur ou la restauratrice compétent et autonome pour le faire lui-même, tu vois. Parce que quand on imagine du conseil, enfin, quand on pense au conseil, on imagine quelqu'un à qui tu peux demander comment faire ci, comment faire ça, etc. Et du coup, ça, c'est pas d'une grande aide, je trouve, pour
pour les chefs d'entreprise, de juste répondre à leurs questions qui commencent par comment. Ouais. C'est plus sympa, vu qu'on parlait de bienveillance et de complaisance, c'est plus bienveillant de les aider à comprendre comment ils se sont mis dans cette situation, qu'est-ce qui fait qu'ils sont bloqués. Et en fait, tu réouvres la porte pour eux et puis après, ils ont les compétences pour avancer. Pour t'expliquer un peu le truc. Comment tu fais pour avancer quand tu as quelqu'un dans l'équipe qui est un peu en mode escargot, entre guillemets? Escargot, genre slow. Ouais, il ralentit l'équipe, soit il fait pas les choses bien, soit ouais, il ralentit l'équipe. Ouais. Mais il le fait pas intentionnellement, tu vois. Ouais. Donc, si par exemple le restaurateur vient en mode il y a tel mec dans l'équipe, il est pas hyper lent et tout. Ok. Ben, alors, enfin, du coup, moi, je remets toujours le truc en perspective. Déjà, je demanderais genre qu'est-ce que ça nous empêche de faire, tu vois. Concrètement, là, ok, le mec est lent, les autres sont rapides. Je vois un contraste, je suis pas tout à fait sûre du problème. Qu'est-ce que ça fait? Et du coup, ce que ça va générer en général, c'est qu'on va parler du résultat qu'on n'arrive pas à atteindre. On vient juste vérifier que le mec ralentit. En fait, je le dis parce que ça peut peut-être paraître un peu logique, tu vois, surtout quand tu fais un métier cousin. Ça peut paraître logique, mais assez souvent, les gens sont en mode le mec est trop lent, je veux le faire accélérer. Et en fait, non, genre le mec il est au mauvais endroit, ou en fait il est trop lent parce qu'il sait pas, ou parce que tu lui as pas dit, ou alors il est trop lent, mais tu t'es juste concentré sur le fait qu'il était lent, mais t'as pas vu qu'en fait c'était pas un problème pour personne. Peut-être qu'au contraire, lui c'est le mec qui vient changer, tu vois, le curseur de bordel dans l'équipe, parce qu'il y en a beaucoup de ça en resto. Donc déjà remettre en perspective, juste à être sûr que c'est quoi le problème. Est-ce que toi tu stresses parce que toi t'es quelqu'un qui fait hyper vite, qui veut avancer, qui veut atteindre ton objectif, qui veut machin, et là ce gars-là, dès que tu le croises, il te met une barre de stress et d'angoisse. Et quand c'est le cas, bah en fait on va bosser sur toi. On va juste s'assurer que le mec n'est pas dangereux pour l'équipe. Et si jamais ça l'est, bah là, ça part en analyse concrète de la situation, la compétence, l'absence de compétence, la motivation, l'absence de motivation. Tu vois, on va un peu schématiser le mec, tu vois, pour essayer de comprendre exactement de quelle façon il génère un problème. Puis après, il y a discussion. Ouais. Des fois, c'est juste les objectifs sont pas clairs, en fait. C'est juste. Ouais. Ah ben, objectif, 90% des cas en restauration, c'est ça. En fait, les restaurants, c'est des entreprises qui ont été gérées comme des commerces. Alors, on dit c'est des métiers de passionnés pour dire que c'est pas des entreprises. Et du coup, métier de passionné, qu'est-ce que c'est? C'est moi et mes rêves d'enfant qui coûtent une blinde et qui m'appauvrissent si je fais pas gaffe. Et du coup, le management, avant dans les restaurants, on manageait en gueulant sur les gens. On mettait des coups de casserole, on brûlait. Mais tu sais, donc moi, j'ai 33 ans. Donc, je suis pas hyper vieille. Je veux dire, j'ai pas bossé avec les Bocuse et tout. Mais pendant mes études, il y avait encore des mecs qui étaient pas très vieux. Et leur style de management était composé de silence, gueuler, mettre des coups, blagues discriminatoires. Donc, racisme, homophobie, tout ce que tu veux. Et ça, en fait, le truc, c'est que ça marche. Ça, c'est. Moi, je vois la même chose dans les clubs de foot. Tu vois, il y a des coachs. Ça marche. Ça marche sur le court terme. Oui, exactement. Donc, on rajoute du contexte au ça marche. Ça marche pour un objectif très précis. T'as un événement, t'as un coup de jus, t'as un machin, t'as un truc à faire dans ton resto. Le truc, c'est que ça marche. Et ça a marché pendant des années pour ces gars-là. En fait, aujourd'hui, ça marche plus. Ouais. Donc, les mecs ne sont pas clairs sur leurs attentes. Ne sont pas clairs aussi sur comment on fait le travail. Parce qu'en fait, un cuisinier dans un resto B, c'est pas le même taf. C'est pas les mêmes compétences. C'est pas les mêmes niveaux de polyvalence. Et puis, ils font pas le point aussi sur avec qui ils ont envie de bosser humainement. Ils savent pas ce que c'est. Ils ont jamais réfléchi à leur système de valeurs. Et en fait, tu sais, quand on parle des valeurs dans l'entreprise, il y a franchement, dans beaucoup de conversations, c'est un espèce de concept abstrait. On sait qu'il faut y faire attention, mais on sait pas trop. Juste concentre-toi sur ce qui te donne de l'énergie. Qui te donne de l'énergie, c'est quoi le trait de personnalité? Puis du coup, c'est des mecs qui n'ont pas vraiment réfléchi à ça, ou des nanas, et qui, au fil du temps, on a juste utilisé les salariés comme de la chair à canon, consommable. Et aujourd'hui, ça marche pas, donc c'est très bien. Et donc, mon métier peut avoir une place. Mais si aujourd'hui, parmi mes clients qui sont du coup plus des entrepreneurs de la restauration, donc ils sont hyper conscients, tu vois, de c'est une entreprise, comment c'est censé marcher et tout. Il y en a qui, ok, mais le mec est trop lent, est-ce qu'il sait qu'il est censé être plus rapide? Bah non, mais c'est logique. Bah non, c'est pas logique. Ça se trouve, son ancien patron, il lui avait demandé d'être lent. Tu
vois. De toute façon, on lui a jamais fait le feedback. Hein. On lui a jamais fait le feedback. Est-ce qu'il sait ce que c'est une bonne journée? Pour toi et pour lui. Parce que c'est même pas la même chose. Pour le patron, une bonne journée, pour le salarié, c'est pas les mêmes objectifs. Est-ce qu'il sait? Bah non, mais je veux pas parler des chiffres. Bah pourquoi? Bah après, ils vont penser que... en fait, il y a un lot de croyances et de... C'est logique, c'est du bon sens, ben c'est normal, tout le monde fait ça, personne dit ça. Et quand tu déconstruis, tu te rends compte que derrière, bah non, mais t'as raison, je vais juste le dire. Je vais le dire hyper simplement en plus, et puis le mec, il va comprendre. Du coup, les personnes que tu accompagnes, la notion de feedback, ils sont à l'aise avec ça ou Parce qu'en fait, quand tu l'as dit, ils sont aussi l'âme d'entrepreneur. Donc, ils vont à 100 à l'heure, ils ont 10 000 tâches à faire. Et en plus, il faut manager les équipes et peut-être manager aussi le turnover. Comment ils font? Ouais, c'est chaud. Ben, alors, bah du coup, pour mon cœur, vu que mon cœur de métier touche au management, par définition, les gens qui font appel à moi, c'est pas un truc avec lequel ils sont hyper à l'aise. Donc de manière générale, il y a un truc autour de la gestion de l'humain ou du relationnel. Soit il y en a qui font pas assez, soit il y en a qui font trop, soit il y en a qui ont une peur bleue et du coup, ben, ça court-circuite tout le truc. Et quand on parle du coup de feedback, je pense que ça dépend un peu des saisons. Mais majoritairement, les situations dont on discute, c'est j'ai peur de dire à Jean-Michel qu'il y a un truc qui ne me convient pas parce que, un, j'ai peur qu'il parte. 2, j'ai peur qu'on s'engueule. 3, j'ai peur de passer pour le méchant ou la méchante. Alors, le truc de méchant, être le méchant, ça fait peur à tout le monde. Mais je le comprends, moi aussi, ça me fait trop peur. Mais bon, il y a un moment où on peut définir aussi qu'est-ce que c'est que quelqu'un de méchant. Puis tu te rends compte que c'est pas du tout quelqu'un qui fait du feedback. Ouais, il y a comment le dire. Alors, comment dire ci, comment dire ça. Et en fait, du coup, ben, en général, je dis, ben, tu veux l'expliquer comment? Et le truc qui sort, il est parfaitement sensé, compréhensible, hyper clair, hyper intelligent. Bah, tu notes la phrase et puis tu le dis comme ça. Donc, les feedbacks, ouais, c'est compliqué. Pourtant, Dieu sait qu'on en a besoin pour avancer dans les restos. Vraiment, il y a suffisamment de feedback à donner après une journée de service pour avoir 1 heure avec tout le monde, quoi. Mais c'est pas dit. C'est pas fait. Non, c'est pas facile, parce que comme tu dis, soit avant on a une expérience un peu négative, du coup, comme tu dis, j'ai pas envie de passer pour le gars qui tape dessus, ou j'ai pas envie non plus de la braquer, parce qu'au final, ça se trouve, la personne, Ouais. elle a une mauvaise journée parce qu'il y a un problème perso derrière, tu sais pas en fait, tu vois. Ouais. Et C'est les on-dit aussi. Tu vois, en restauration, on a parlé de... C'est le on, c'est la meuf du JT à 20h, quoi. On a parlé de pénurie de CV, on a dit que le recrutement, c'était compliqué. Et du coup, moi, restaurateur, j'ai peur que les gens partent parce que on m'a dit que je retrouverais jamais. On m'a dit que c'était dur de trouver. Enfin, tu vois, et du coup, on nourrit une peur qui n'est pas à nous. Et ça... Pour juste dire à quelqu'un, t'as mal passé la serpillière hier soir, le sol du resto y colle, on a perdu une demi-heure ce matin, viens, je te remonte le truc et tout. Pour dire ça, un truc qui est vraiment qui relève de l'essentiel de l'opérationnel d'un restaurant, ben, on m'a dit que si je faisais ça, et en fait, ça ankylose la communication. Alors qu'en fait, oui, le voisin, il galère à recruter, mais son resto, il est tout pourri, le tien, il est cool. Mais tu sais, dans le marché de l'IT, c'est pareil. Hein. Ah ouais? Tu sais, on dit le marché est tendu, pour quand il y a des bons devs, vous proposer des bons Scrum Master, les coachs agiles, le marché est tendu. Ouais. Ou alors, quand est-ce qu'il n'est pas tendu? Bon, bah voilà, est-ce que le marché est tendu par définition? Fine, dans ces cas-là, on a toujours composé comme ça. Et... Ah, c'est comme les crises. Hein. On a tout le temps... Moi, depuis que je suis né, on est toujours en crise. Donc, toujours. Mais par contre, je vois toujours Apple et Nintendo augmenter leurs prix, donc les gens les achètent. Donc, je comprends pas. Oui, en fait. tu peux choisir où est-ce que tu prends tes repères. Ouais, bah c'est clair. Ça, c'est un super pouvoir, je trouve, de savoir regarder chez qui ça marche bien et pas avoir peur des mêmes choses que chez celui où ça marche pas, tu vois. En fait, il y a suffisamment de problèmes dans le monde où si toi, tu apportes une solution, il y a forcément des gens qui vont mettre le prix et qui vont vouloir y aller. Enfin, c'est sûr. Hein. Parce que les gens, ils veulent avancer. Je trouve qu'en management, en tout cas dans la restauration, comme on n'a pas de technique, tu vois, il n'y a pas beaucoup de managers de restaurants qui ont fait des études de management. Ouais. Pas beaucoup d'entrepreneurs qui ont étudié l'entrepreneuriat. Bon, les cuisiniers, ils ont souvent fait de la cuisine avant. Mais je trouve que quelque chose qui fonctionne bien, c'est toujours de se dire, bah ok, en fait, personne ne le fait comme ça.
est-ce que c'est vraiment un problème, tu vois? Est-ce que le fait de ne pas le voir chez le voisin, ça veut dire que ça n'existe pas? Ça veut dire que personne le fait? Est-ce que ça veut vraiment dire que c'est une mauvaise pratique? Tu vois, de remettre en question ça et de se dire, en fait, je suis dans une industrie qui est en crise depuis longtemps, ça s'installe, ça a toujours été compliqué. Mais du coup, ce que font les autres dans ce système qui a toujours été compliqué, est-ce que c'est vraiment correct, tu vois? Et quand tu remets le truc dans cette perspective, tu te dis, ouais, non, en fait, est-ce que j'ai pas envie d'être le premier restaurateur ou restauratrice à parler à cœur ouvert avec mon équipe? Pourquoi pas, franchement. Puis après, tu pourras raconter aux autres que ça marche. En fait, on est dans un monde complexe. Et c'est la même chose dans la restauration et de l'IT. Donc, t'as beau créer un plan de A à Z et prendre du temps et tout, il y a forcément un truc qui va déraper. Donc, et le but, tu vois, c'est d'itérer, de tester, en fait, tu vois. Et de donner l'autorisation de se dire, là c'est cassé, le process est cassé, qu'est-ce qu'on fait? Et surtout, aidez-moi. Enfin, je suis pas tout seul, tu vois. Enfin, je suis pas le manager, je vais trouver une solution pour vous. C'est vous les experts, c'est vous qui êtes sur le terrain. À mon avis, il y a des trucs que vous répétez qui vous sont peut-être des points de souffrance. C'est peut-être un truc qu'on peut améliorer. Hein. Donc, mais c'est la même chose dans l'IT et dans la restauration, c'est sûr ça. Ça me fait plaisir que tu dises que c'est la même chose. Mais oui. Je ressens un truc de... tu sais, c'est un peu plus confortable de se dire que c'est pas... Ouais, que c'est partagé. Ouais. Parce que tu vois, dans l'IT et tout, dans la GT, les gens ils vont te parler de framework, des cas de travail et tout. D'un côté, tu vois, ça rassure des managers et des clients. Mais après, ça dépend du contexte de la boîte et de la culture. Et donc, si tu suis quelque chose qui a marché chez le voisin ou qui est censé, ou que tu as vu la pub, tu vois, ça veut pas dire que ça marche chez toi, hein, même si tu l'appliques à 100%, parce que c'est pas la même personne, le facteur humain, il est pas pareil. Hein. Ouais. Je pense que c'est un petit peu comme si on était devenu tellement pragmatique dans notre façon de penser, de gérer des entreprises, de gérer des équipes, qu'aujourd'hui, la réassurance, c'est des chiffres. C'est j'ai eu un feu vert, j'ai suivi mon process, j'ai utilisé le framework, tu vois, on est dans de l'ultra pragmatisme. On va chercher des résultats qui ne peuvent pas être débattus. Tu vois, un chiffre ne peut pas être débattu. Et le truc, c'est que du coup, dans le management, c'est bien d'aller servir des objectifs rationnels, tu vois, des métriques, des chiffres, etc. Mais dans la relation humaine, malgré tous les process que tu peux utiliser, toutes les stratégies de communication, l'organisation, la communication, ce que tu veux, tu peux tout utiliser. Comme tu disais tout à l'heure hyper justement, il y a toujours un truc qui va foirer. Et si du coup, tu es tout le temps dans de la réassurance pragmatique et dans de la pensée rationnelle, quand ça va merder, tu n'auras pas ce qu'il faut pour réagir. Quand tu as tel mec qui en réunion va te lâcher une bombe et toi, tu auras anticipé 12 options et en fait, la bombe, elle n'était pas dedans et là, tu es en mode... et là, tu as envie d'exploser. C'est toi qui veux exploser face à la tronche du gars ou j'en sais rien. Si tu t'es enfermé dans un schéma de logique, de pensée, de communication pragmatique et rationnelle et que tu t'es pas connecté à OK, mais moi en fait en tant que manager ça me paraît juste, ça c'est OK, ça c'est machin, ça je suis OK de le justifier comme ci ou même de l'expliquer comme ça, quand on te lâche une bombe, déjà tu peux beaucoup plus t'autoriser à réagir et pas être en mode manager peut-être t'as des gens ils disent jamais rien et en fait ils encaissent des trucs et le soir ils pètent des câbles chez eux. Ouais. Et du coup, tu peux être un peu plus souple quoi, avec les gens. Pas juste... le framework, les process, c'est hyper important. Mais il faut aussi le bon sens humain, tu vois. Genre un peu d'authenticité. Ouais, parce que si tu fais la course aux chiffres et au delivery, il faut toujours délivrer plus. Comme tu disais tout à l'heure, avec... les chefs qui haussaient la voix et qui tapaient. Sur le court terme, tu peux avoir des résultats, donc ton chiffre d'affaires et ta productivité peut augmenter. Mais après, sur le long terme, les gens ils sont fatigués, ils en ont marre et en fait, ils sont déjà partis de leur tête, ils l'ont pas ancré physiquement et à un moment donné, le chemin de non-retour, il arrive, 3 mois après, pourquoi tu t'en vas? Ouais. En fait, tu vois, du coup, parmi mes clients, il y en a pas qui sont des gens violents ou des trucs comme ça. Ou alors, je le sais pas, mais honnêtement, ce serait ressorti dans nos échanges. Mais il y en a qui peuvent aussi avoir des comportements qui marchent sur le court terme, genre gros coup de pression, et en fait, sur le long terme, ça pète. Et du coup, à eux, on utilise la logique de l'environnement, genre de l'écologie de l'environnement. Du coup, donc si je prends l'exemple d'un restaurateur qui serait une bombe de stress, de pression,
de tout le temps à la bourre, tout le temps en panique. Tu vois, il y a des gens, leur mode de réaction, c'est la panique tout le temps. Ouais. Et du coup, c'est quelqu'un qui... Tu vois, je prends l'exemple d'une personne qui sera comme ça. Dans le management, il est tellement occupé à être tout le temps en panique, à être tout le temps stressé, tout le temps être dans le rush des opérations, les clients, les problèmes, les machins. Quand quelqu'un vient le voir, la personne se fait expédier. Et le truc, c'est que du coup, dans le management, si tu sais pas donner du temps, ou en tout cas, si tu sais pas donner de l'attention qualitative aux gens, en fait, il y a un moment, ça marche pas, tu vois. Et du coup, on utilise le système de l'environnement. Donc, c'est quelqu'un qui va me dire, par exemple, je comprends pas, mon équipe a toujours un truc à me redire, il y a toujours un truc qui va pas. Pourtant, les mecs, ils sont pas parfaits. Tu vois, comme s'il fallait être parfait pour avoir le droit de se plaindre d'un truc. Donc, tu vois, ils vont dire tout ça. Et en fait, je le comprends parce que je l'ai vécu. Et j'avoue que quand tu es dans ton jus, d'avoir le bureau des plaintes toute la journée, mais c'est la guirlande de Noël, c'est un enfer. Mais le truc, c'est que si toi-même, tu continues à injecter dans ton écosystème, dans ton environnement, de la pression, du rush, tu envoies le message qu'en fait, il n'y aura jamais de disponibilité pour gérer les problèmes, tu n'auras jamais de disponibilité pour trouver des solutions, tu n'auras jamais l'intention de vraiment avoir envie d'écouter quelqu'un. Et du coup, les gens travaillent avec un manque par rapport à toi, le manager, juste parce que tu te comportes comme quelqu'un qui est tout le temps en panique et stressé. Un peu comme avec les enfants. Les enfants et les animaux de compagnie aussi, c'est pareil. Je pense parce que c'est du coup des instincts plus primaires, tu vois. Si le papa ou la maman se met à gueuler, mais même si c'est pour gueuler, j'aime la salade de fruits, mais sur un ton trop stressé et tout, tu vois tout le monde dans la pièce qui panique. C'est pareil avec les salariés, en fait. Et du coup, il y a un peu un truc de, OK, vois ton restaurant, ton entreprise comme un environnement, un écosystème. Qu'est-ce que tu veux mettre, toi, dans l'air que tu respires ? Tu veux mettre un truc hyper stressé, paniqué, etc. Et du coup, tu veux que les autres te servent à toi à redescendre en panique ? Ou est-ce que tu veux mettre dans l'air un peu plus de recul, de temporisation ? Et du coup, tu as envie de voir que le feedback des autres, pas le feedback oral, mais la réaction des gens par rapport à toi, va commencer à changer. Et du coup, quand on est sur des modes qui sont un peu plus... qui empoisonnent un peu plus l'atmosphère dans l'entreprise, le travail qu'on fait, c'est d'abord prendre conscience que tout ce que tu fais génère un feedback qui te revient. Et du coup, si tu fais différemment, le feedback est différent. Donc, si toi, tu es comme ça et que depuis toujours, tes salariés se sont comportés comme ça avec toi, change une variable et tu vas voir que tout le monde va changer son comportement par rapport à toi. Et ça, c'est le truc, le clic-clac magique. Le clic-clac magique, ouais. Non, mais de toute façon, il n'y a pas meilleure façon d'embarquer les gens, c'est de montrer l'exemple, tu vois. Donc si tu veux que les gens changent, il faut que tu montres en fait que tu veux changer et que tu montres l'exemple en fait. C'est comme ça. Le truc, c'est que quand tu as des perfectionnistes à qui tu dis faut montrer l'exemple, oh là my par God. contre... Là, vraiment, tu les mets dans le trou à perfectionniste. Hop. Ouais, si, Prison. ça c'est un bon contre-exemple. Parce que t'as des gens, ils vont montrer l'exemple, du coup ils vont faire à 9h, 20h, tu vois, les mails ils partent à 18h, après ils partent à 10h30, à 19h. Mais surtout quand tu dis montre l'exemple, si t'as pas défini ce que c'était le bon exemple, si eux l'ont pas fait, ils vont imaginer que du jour au lendemain, ils doivent être parfaits, sympas, drôles, attentionnés, machin, je donne du temps aux gens, on fait des process, et puis bam, au bout d'un mois, ta masse salariale de resto, elle a explosé parce que t'as fait 12 réunions qui étaient pas utiles, et puis du coup, t'as perdu du temps d'homme, tu vois, terrain, et tu t'es comporté dans une exemplarité qui est pas alignée avec toi. Et du coup, au bout d'un moment, ça a commencé à faire une espèce de petit parallèle. S'il y a des gens qui écoutent juste l'épisode, je fais le signe des mains qui se séparent. Du coup, comment tu... parce que là, on a vu les restaurateurs qui t'accompagnent. Tu as une gestion du stress incroyable, tu vois. Comment tu fais pour les redescendre un peu ? Parce que ça se trouve, ils sont focus sur des tâches où ils prennent plus de plaisir, mais ils le font parce qu'il faut le faire, parce que ça augmente le chiffre d'affaires, mais du coup, peut-être que l'équipe est fatiguée. Comment tu les accompagnes dans ça ? Enfin, déjà, tu leur fais remarquer s'ils le voient, et des fois, ils le voient pas. Enfin, comment ça se passe ? Ouais. Un peu de la façon dont on parlait tout à l'heure, où tu sais, quand tu fais une réunion avec quelqu'un et que tu veux la faire ressortir mieux, première intention, c'est voir, calibrer, tu vois, la personne, voir dans quel état elle arrive quand elle parle de tel sujet. Et aussi, mon rôle par rapport à ça, quand quelqu'un me dit je suis tout le temps stressée, je suis super stressée, je me sens pas bien, etc. Mon rôle, le premier, c'est de pas la croire, en fait. Enfin, tu vois, de pas prendre en compte le contenu des mots, mais juste d'essayer de vite comprendre et de poser des questions pour savoir, OK,
comment tu sais que c'est un problème? Parce qu'en fait, il y a des gens stressés, c'est pas un problème pour eux, tu vois. Oui, parfois il y a des très bons stress et parfois il y a des stress qui rendent malade. Donc en fait, explique-moi ton truc là. Et mon but, c'est d'aller comprendre qu'est-ce que c'est réellement le problème. Et le problème, c'est pour eux, c'est pas qu'ils sont stressés, c'est que ça va impacter des trucs. Ça impacte ma relation à mon associé. Ça impacte mon plaisir au travail. Ça impacte, enfin, tu vois, déjà, on va creuser en mode, c'est quoi le vrai problème, tu vois. Et là, en fait, souvent, on se rend compte que peut-être qu'en fait, notre problème, il n'est pas prioritaire. Genre, je suis stressée parce que j'ai peur que mon associé pense que ça. Et il le pense ou pas? Ben non. Bon, bah déjà, il y a un stress en moins. On va se concentrer sur l'autre truc. Donc ça, c'est un premier truc, c'est de suffisamment questionner les problèmes qui viennent pour que moi, je sache si vraiment, en fait, c'est quelque chose qui est en train d'impacter l'entreprise ou si c'est juste la personne. Et si c'est, entre guillemets, juste la personne, alors que bon, c'est déjà inconfortable, bah, on peut suivre des protocoles, tu vois, pour aller travailler à quel moment tu es stressé, avec qui, quand tu fais quoi, quand tu penses à quoi. En fait, c'est comme si on crée un schéma du stress pour comprendre à quel moment, en fait, tu arrives comme un grand ou comme une grande, mais comme moi, à te générer du stress et d'aller comprendre à quel endroit ça commence et bien on met un autre truc à la place de ça. Après, si c'est du stress qui va impacter l'entreprise, déjà on s'assure de qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce que le stress est en train de te permettre aujourd'hui. Il me maintient en éveil, il fait que je vais vite, mon stress il fait que j'arrive à bien montrer à mon équipe qu'on est dans le jus, il faut y aller et on lâche rien. Mon stress, il me permet de dire à mon mari ou à ma femme le soir en rentrant à la maison que je me suis bougée, que ouais, mon entreprise, elle perd du fric. Mais par contre, t'as vu, je suis assez stressée, je suis bien alerte. Je te parle de cas qui sont vrais, tu vois. Ouais. C'est des cas de tous les jours. Et du coup, le stress, une fois qu'on a compris à quoi il nous servait, on peut trouver l'alternative. Tout simplement. OK, t'as un truc avec ton mari, il veut que ton entreprise, elle performe mieux et ta façon de le rassurer, c'est de te montrer stressé. Peut-être que si tu lui montrais ton prévisionnel, tu n'aurais plus besoin d'être stressé et lui serait rassuré aussi, tu te sentirais mieux avec ta boîte. Ok, je vais faire ça. Et c'est des choses, après, c'est les gens qui trouvent leur propre solution, c'est le principe. Si vraiment il y a un truc techniquement qui est mal fait, on peut mettre du conseil. Mais sur tout ce qui va concerner le stress, c'est mon sujet préféré. Tout ce qui va concerner le stress, c'est vraiment là, le but du jeu, c'est à quel point, pendant la session, j'arrive à te rendre pote avec ton stress pour qu'à la fin, tu en rigoles tout seul. Une fois que tu rigoles de ton problème, c'en est plus un. Et en fait, après, on peut rebosser, tu vois. On peut, parler de ta carte, tes chiffres. C'est marrant, ça. Tu me dis si je pars trop loin par rapport à l'IT et tout. Non, mais c'est le même sujet, en fait. Ah oui. C'est le même sujet. Moi, tu sais, je te disais tout à l'heure, on est dans un environnement complexe. Tu sais, on est dans les environnements où on génère des apps, il y a plein de clients, tout le monde a un smartphone, donc le nombre de clients augmente, le parcours client, on peut tout tracer maintenant. Et ça peut générer des stress de fou. Et des gens comme moi et toi, tu vois, on est là pour accompagner, parce qu'on ne va pas leur apprendre à travailler, les gens, les développeurs et tout. Par contre, comment l'équipe, parce qu'on parle d'équipe en fait, on parle pas juste d'une somme de personnes. En fait, c'est pas parce que tu mets 5 personnes dans la même pièce qu'ils vont tous travailler bien. Hein. Parce que tu dis, c'est tous des développeurs, ils ont un CV de ouf, ils ont plein d'expérience. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Ouais. Bah, je pense que dans le restaurant, c'est pareil, tu vois. Ouais. Ah, on est 5 dans le resto. Bon, on va racheter 3 personnes, ça va dépoter. Ouais. Non. non, clairement. Spoiler, non. Non, clairement, non. Et la gestion du stress, bah, t'as la même chose dans l'IT, clairement. Si t'es tout le temps dans le stress, t'as un manager ou t'as un leader même un lead dev qui fait l'éponge. Du coup, il est tout le temps sous pression. Bah, les autres, ils vont faire pareil. Ils vont tout le temps être sous pression, ils vont s'attiller. Mais c'est c'est pareil. Hein. C'est tout à fait pareil. Ouais. Je pense que le sujet du stress, pour moi, il concerne tout le monde. En fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, un truc marche ou un truc marche pas. Une grosse entreprise, une petite, une relation, un épanouissement personnel, genre c'est au cœur de tout. C'est à quel point on arrive en fait à se sentir mal avec ce qu'on a, à se sentir mal par rapport à ce qu'on aimerait faire, comment on aimerait avoir des choses et tout. Et moi, vraiment, j'ai été une grande stressée. Je crois qu'aujourd'hui, je me considère plus trop comme une grande stressée, mais c'est le combat de ma vie. Ce matin, j'étais avec une copine et on parlait du fait qu'on pense que les gens, on arrive un peu sur Terre avec un combat. Et elle avait un combat, c'est le poids. Et je lui ai dit, moi, je pense que c'est le stress. Le fait d'être dans la restauration, ça s'est fait parce que j'aimais trop ça. Mais aujourd'hui, un restaurant marche pas parce qu'il y a trop de stress, en fait. Et le stress, ça rend aveugle. Ça met dans ton jus, ça te fait regarder au mauvais endroit, ça te déconnecte de toi. C'est vraiment... Tiens, attends, en parlant de stress, moi, tu vois, je
J'ai quitté le salariat après 20 ans. Du coup, je suis à mon compte. On oublie toujours que t'as pas 27 ans, toi. Avec ta tête d'ado. On en parlera après, regarde, vu la déco. Je veux au jeu Nintendo, ça rend jeune. Après 20 ans de salariat. Attends, mais le mec à quel âge? Ça me fait toujours trop rire. Du coup, tu vois, j'entame une nouvelle mission à mon compte. Et j'étais vachement stressé, en fait. J'étais vachement stressé parce que déjà, tu es en nouvelle boîte. Du coup, tu as envie de montrer que tu as du bagage. Donc, tu as le stress sur ça, le stress de prouver. Ou le stress, du coup, plutôt qu'on pense. Ouais, le stress de. Après, je me suis dit, mais j'ai combien de clients en fait là? J'ai le manager de la boîte, j'ai le manager des consultants, j'ai le lead tech. Il y a du bruit en fait. Et du coup, ça gère du stress. Et je m'imagine des trucs. Est-ce que je suis trop lent? Est-ce que je suis sur les bons sujets? Et ça gère du stress de fou en fait. Tu vois. Ouais. Et une fois que je me suis rendu compte de ça, j'ai commencé à, comme toi en fait, j'ai commencé un peu, pas à rigoler des problèmes, mais à se dire, ok, il y a un problème, mais je suis pas en mode Superman. Le problème, il était là avant que j'arrive de toute façon. Donc, pourquoi je me mets la pression que c'est à moi de le résoudre et tout? Ce qui s'est passé, c'est que la personne, j'ai dit, bon, on a ce sujet-là, est-ce qu'on peut tacler le sujet ensemble? Et tu vois, c'est plus pareil en fait. Et moi, je me suis généré le stress en me disant, ouais, je viens d'arriver, je suis consultant, c'est à moi de trouver la solution directe et bam, tu vois, c'est problème, solution en fait. Ouais. Et du coup, quand t'es comme ça, ok, fine. Mais on va se dire les choses, Laurine. Des fois, t'es des dingueries. Ouais. Et les dingueries, c'est des comportements humains, tu vois. Ça peut être des gens qui claquent la porte en réunion, tu sais pas pourquoi. Parce que c'était la goutte de trop et la goutte, bah, tu savais pas. Ouais. Et il y a tout ça qui arrive en fait. Ouais. Je pense que par rapport au stress, donc le truc avec donc toi donc 20 ans de salariat, tu quittes, tu lances ton truc, bam, client. Nouveau monde. C'est un peu nouvel univers en mode vidéo games, genre tu étais trop fort dans la montagne, là t'es sous les tropiques, c'est quoi le bordel? Et du coup ça génère vachement de stress. À ce moment-là, en gros, soit en fait, vu que je suis archi... j'ai beaucoup d'empathie, mais je suis aussi... je fonctionne beaucoup en schéma, donc parfois, ça fait du bien, tu vas de refroidir un peu la température sur les stress et tout. Je me dis, OK, t'arrives, il y a du monde, il y a du bruit, t'as peur, tu imagines que t'es censé apporter des choses. Le stress, c'est quoi? C'est que, en fait, on attend quelque chose de moi et en fait, je vais pas délivrer. Mais c'est quoi le stress là-dedans? C'est que tel mec réalise que je fais pas le taf. Mais qu'est-ce que ça changerait? C'est que tel mec dise à quelqu'un d'autre que en fait, c'est pas cool de bosser avec moi. Qu'est-ce que ça change, ça? Du coup, moi, j'ai quitté 20 ans de salariat, je me mets à mon compte et là, mon premier client, ça se passe pas bien. Mais c'est quoi, du coup, le problème avec ça? En fait, ça se trouve, je me suis complètement plantée. Ça se trouve, je vais finir clochard dans 3 mois. Je dois annoncer à ma Roxane d'amour que elle doit bosser 4 fois plus. À mon chat qui va manger des croquettes Carouf. Et en fait, le stress, c'est ça, tu vois. Il y a le truc de... il y a penser en mode, c'est la situation, c'est le poste, c'est le changement, c'est les gars, c'est les machins. Ça, c'est la partie facile du stress. Et quand tu remontes suffisamment loin, c'est... En fait, moi-même, là, tout de suite, maintenant, je me sens pas en sécurité avec moi-même. Et du coup, ça m'a fait une cascade jusqu'à qu'est-ce qu'on va penser de moi, mon premier jour d'école, tu vois. Je pense à ça, parce que ça me fait penser premier jour d'école. Et du coup, le but du jeu, du coup, s'il y a des gens qui écoutent, c'est de prendre les mêmes situations du quotidien qu'on connaît par cœur et de se demander, OK, là, il se joue quoi? Et là, il se joue quoi? Et maintenant, il se joue quoi? Et de remonter jusqu'à réaliser qu'on a tous les mêmes peurs. On a peur de ne pas appartenir, on a peur de décevoir, on a peur de perdre quelque chose. Je refais la grande théorie, mais... Non, mais c'est ça. Et en plus, les stress que je te disais, c'est les on-dit ou ce que je conviens. En fait, ce stress-là, j'ai toujours eu quand je changeais de poste. CDI ou salarié, tu vois. Le problème, c'est que quand tu es à ton compte, tu as le stress de d'autres sujets. Les autres sujets, c'est quoi? Tu reçois une lettre de l'URSSAF, mise en demeure ou... tu vois, t'as des mots, tu vois. Mais le truc stylé avec ça, c'est que c'est plus retard retard de paiement, mais moi, je peux être inquiet. Moi, au début, je comprenais rien, tu vois. C'est quoi ça? Enfin, j'ai mal fait les choses, je dois de l'argent. Et du coup, tu vois, j'ai appelé mon expert comptable, il m'a dit, non, mais ils ont fait une erreur, hein. Je vais les appeler tranquille. Parce que tu vois les mots, ça fait peur, en fait, tu vois. Moi, je connaissais pas tout ça, tu vois. Ça, c'est comme tous mes amis me disaient, moi, j'ai qu'un client, tu sais, dans l'IT, généralement, c'est des missions longues.
Donc, j'ai qu'un seul client, j'ai qu'une seule facture à faire. J'ai pas besoin d'expert comptable. Je peux le faire moi-même. Je dis, OK, fine. Par contre, le jour où il y a un problème comme ça, tu vois, tu reçois une lettre et ça te prend une charge mentale de fou. Enfin, il faut Ouais, que tu les c'est clair. appelles en journée, mais en journée, t'es dans ta mission. Moi, je peux pas. Hein. C'est pour ça que j'ai délégué un expert comptable et gère ça, parce que sinon, Trop de stress. c'est du stress. C'est stressant en plus de ce que tu fais au quotidien dans la journée. Et ça j'ai vraiment sous-estimé et je savais pas, en fait. Tu vois. Ouais. Et, Trop de trucs à penser. trop avancé. Ouais. Ouais. Et Mais puis après, tout est important aussi. tout est important, mais après, tu t'imagines des choses qui sont pas vraies, en fait. Tu vois. Moi, j'ai un manager, je stressais parce que je me dis, est-ce que ce sont les bons sujets, est-ce que j'ai de l'impact mais au final, c'est parce que je lui ai jamais donné de feedback pendant un mois, en fait. Tu vois. Du coup, je me suis amusé des trucs. Du coup, je suis allé la voir, je dis, bon, je pense qu'avec les congés et tout, on s'est pas vu depuis un mois. Est-ce qu'on se peut prendre un créneau juste un quart d'heure toutes les semaines et on tacle les sujets. Puis voilà. Voilà, le stress est parti. Ouais. Ouais, c'est un peu comme si tu remplis ton sac, tu vois. Et à la Ouais. fin, le sac, il est trop lourd C'est ça. Ouais. et du coup, soit tu le vides sur la tronche de quelqu'un, pas cool. Soit, viens, on déballe, on fait un unboxing de tout mon stress du mois. Mhm. Mais c'est marrant parce que tu vois, c'est le genre de choses où je tacle quand je vois chez des devs ou des product owners. Peut-être je le vois, tu vois, et je les aide à dépasser ça, tu vois. Et par contre, quand ça touche moi, bah, t'es dans le guidon et je le vois pas, en fait, tu vois. Et c'est pour ça, moi, une raison que je suis passé en entrepreneuriat, c'est que, en fait, tout le chiffre d'affaires que je génère et tout, c'est pas pour augmenter mon lifestyle, en fait. C'est pour un peu réinvestir en moi, en fait. Dans le sens où je me fais accompagner. Et c'est plus pareil, en fait. Parce que j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses. Et c'est ça qui est important. Parce qu'avant, j'étais développeur, en fait. Après, je suis passé Scrum Master. Donc, j'accompagne les équipes tech et tout. Mais je pense que je vais pas faire ça non plus toute ma vie. C'est pour ça que je commence à toucher sur les réseaux sociaux, les médias et tout. Et ça m'intéresse. Et c'est OK. Donc, pareil, au départ, tiens, partons sur ça. Avant, j'ai démarré sur LinkedIn. J'ai démarré sur LinkedIn parce qu'il y avait des sujets que je voulais faire passer dans mon entreprise. Ils passaient pas. Donc il y avait des messages sur l'agilité, la manière de fonctionner avec les équipes, comment mieux communiquer avec les clients et tout. Tout ça sur le papier, tout le monde sait qu'il faut le faire. Mais quand tu es dans une grosse boîte où il y a une culture qui est déjà en place, où il y a des blocages et de la politique et tout, les messages, ils passent pas. Donc moi, je suis passé par LinkedIn justement pour faire passer ces messages-là, tu vois. Ah, ta première intention sur LinkedIn, c'était faire passer des messages pour la boîte dans laquelle tu bossais. Ouais, j'étais pas content en fait. Parce que, tu vois, bon, je me suis fait accompagner. Hein. Au départ, j'augmentais la communication dans l'équipe. Parce qu'avant, j'étais dans une équipe IT. L'équipe IT, les développeurs, c'est quoi? C'est un centre de coûts. Donc, Mais c'était quoi, du coup, ton intention première? mon intention première, c'est qu'en fait, on voulait augmenter la communication dans l'équipe. Donc, moi, je savais que l'équipe délivrait un super taf. Mais les gens du business et autour ne savent pas, tu vois. Donc, le but premier, c'est d'augmenter, d'être meilleur en com, en fait. Donc, on a commencé à faire des emails. Quand on sortait de nouveautés en production, on envoyait un email. Pas un email bateau avec les listes des nouveautés. On mettait un peu en scène pour que ce soit sympa à lire. Parce qu'on sait que tous les gens reçoivent 15 000 emails par jour. Donc, tu vois, il y avait déjà les techniques un peu de copywriting, tout ce qui est un peu qu'on voit dans LinkedIn, tu vois. On a déjà travaillé sur ça, en fait. Après, on a commencé à faire du montage vidéo. Moi, je suis formé à faire des montages vidéo. Et c'est comme ça, tu vois, que je me suis un peu formé à la com. Et ma coach à l'époque, elle m'avait dit, bon, voilà, communication interne et tout, je pense que c'est nickel et tout. Peut-être que tu devrais t'attaquer à LinkedIn. J'ai fait LinkedIn, enfin, le réseau social, cher réseau et tout. Moi, ça me dit rien, tu vois, enfin. En plus, tu sais, j'ai une photo de profil éclatée, c'est juste un CV, c'est tout, tu vois. Il m'a dit, ouais, mais t'aimes bien écrire et tout, et je pense qu'en plus, avec les voyages et tout, t'aimes bien rencontrer de nouvelles personnes. Je pense qu'avec un réseau social comme LinkedIn, tu vas rencontrer de nouvelles personnes et c'est cool. Sans voyager et C'est sans donc ça, pourrir la ton... genèse. Ouais, c'est ça, la genèse, ouais. Ok. Et c'est pour ça, il y a plein de gens qui me disent tu t'es lancé sur LinkedIn, mais tu vends quoi? J'ai rien à vendre. J'ai rien à vendre. J'étais en CDI, j'étais en salariat.
Juste apprendre, rencontrer de nouvelles personnes. Et Tu vendais des messages. voilà. Et du coup, ça m'a créé un réseau de fous, en fait. J'ai commencé à voir tes posts. Et je me suis dit, ouais, elle est dans la restauration. Les sujets, en fait, on a les mêmes, on n'est pas dans le même secteur. Et c'est sympa, tu vois. J'ai commencé à créer un réseau comme ça, en fait. C'est vrai que toi, vraiment, une de tes grandes forces, t'es un forceur de rencontres et de réseaux. C'est rare. En fait, avant, j'étais introverti et vachement timide. Et je pense qu'on voit les décors, j'étais focus aux jeux vidéo. Donc, c'était bien de ne pas avoir trop J'adore. d'interaction à l'extérieur. Mais après, tu vois, ça m'intéressait tout ce qui était Japon. Je me suis intéressé au Japon. J'ai voyagé souvent au Japon. Après, je me suis dit, bon, le Japon, c'est cool, mais il y a peut-être d'autres pays. Après, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres pays, l'Amérique du Sud, Nouvelle-Zélande, Colombie et tout. Et je me suis dit, en fait, c'est trop bien les voyages. C'est comme ça que j'ai commencé à mieux communiquer avec les gens. Et je me suis dit, mais il faut que je fasse pareil au travail, en fait. Donc, je fais pareil au travail. Et maintenant, je fais pareil après avec LinkedIn. C'est pour ça que j'ai commencé à réseauter avec des personnes comme toi et d'autres. Et ça, pour moi, c'est... T'as pris goût à la rencontre. J'ai pris goût à la rencontre, mais en plus, ça m'apprend plein de choses, en fait. Et ça me fait progresser en tant que personne. Tu vois, et après, j'ai fait la formation de Thibault Lui et de Carole Mignot. Prendre la parole sur les réseaux sociaux et créer un podcast. Ok, j'ai les bases, j'ai compris, j'ai pigé le truc et tout, mais comment on fait, comment on lance, comment on tient sur la durée, c'est toi qui m'as inspiré, en fait. Hein. Tu vois, quand j'ai vu ton podcast, Passe-moi le sel, j'ai dit, ah ouais, d'accord, ok. Comme ça qu'on fait un podcast, c'est comme ça qu'on l'annonce sur LinkedIn. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Enfin, du coup, c'est ça? Genre le fait de la construction, Ça m'a comment le rassuré, en lancer? fait, dans le process. Tu vois, Thibaut et Carole Mignot, ils m'avaient donné les bases, la théorie, et ok. Après, c'est toujours pareil, il faut se lancer, tu vois. Tu peux faire toutes les théories, les plans dans la comète et tout. C'est clair. Si tu te lances pas et tu testes pas, ça marche pas. Donc j'ai commencé à tester, mais j'ai vu aussi ce qui marche. Donc oui, j'avais vu Manon Tournant, son podcast, c'était intéressant. Mais elle avait déjà une grosse audience. Toi, t'avais pas encore une grosse audience. Mais ça me va, en fait. En fait, ça me va parce que je préfère progresser avec des gens qui ont juste un ou deux pas devant moi que quelqu'un qui est trop loin et du coup, ça correspond pas, en fait. Trop loin en termes d'audience? Ouais, trop loin d'audience et c'est pas les mêmes choses, en fait. Tu vois, enfin... Donc, toi, C'est vraiment un truc par rapport au nombre de personnes qui voient et qui regardent. En fait, Parce que quelqu'un qui a une plus grande audience, ça nous dit pas ce que ça génère, ce que ça apporte. Genre l'audience, c'est une façon de voir les choses. Non, mais c'est surtout qu'il te donne des conseils ou des choses à l'instant T. Mais toi, tu as besoin de connaître ces choses-là à l'instant T, T-40. Ouais, je vois. Donc, tu vois, c'est pas pareil, tu vois. Et toi, je voyais, toi, quelqu'un qui a un podcast avec 80 épisodes ou 50 épisodes, c'est pas pareil que quelqu'un qui démarre avec 10 épisodes. Je vais sortir mon 39e là. Ouais, je sais. J'ai regardé, à un moment donné, on avait le même nombre d'épisodes, 38. Et donc, ouais, c'est parce que, en fait, ce qui me rassurait dans le process et tout, c'est parce qu'en fait, je copiais sur toi, en fait. Enfin, je copiais sur toi. Hein. Je validais sur toi. Hein. Avant, je faisais le montage tout seul. Avant, j'avais aussi fait, la créa, la partie cover et tout, je faisais tout seul, en fait. Je me dis, mais c'est ridicule, tu vois, enfin... Bah, faut se lancer, faut commencer par là, et puis après, Bah, du coup, j'ai vu ta cover, je me suis dit, putain, elle est super jolie. Et j'ai su que c'était Manon qui t'avait fait, je fait, non, mais c'est bon, moi j'engage Manon et on refait toute la charte. shut up and take my money. Non, mais c'est ça, en fait. Et le montage, pareil, c'était Laura Châtel qui m'avait dit, bon, Christophe, ton podcast sort quand? J'ai dit, ouais, j'ai sorti 4 épisodes, j'ai enregistré, mais je passe 4 heures à monter par épisode. J'ai dit, non, mais c'est bon, ça suffit, tu délègues. Et du coup, je t'ai demandé, un monteur, et tu m'as filé John. Je bosse toujours avec lui. Hein. Ouais, je bosse toujours avec lui pour les audios. Donc, Et du coup, il va nous entendre. Ouais. John, tu vas nous entendre. John, moi, je me suis toujours posé une question. Est-ce que tu t'appelles vraiment John? Mais bien sûr qu'il s'appelle pas John. Moi, je l'appelle DJ Drake. Eh oui, mais ouais, c'est marrant. Et en plus, j'ai vu que la montée aussi chez des épisodes de Charlie Lias au départ aussi. Oui, Sarah aussi. Oui, j'ai recommandé à Audrey Laurel aussi. Toutes les personnes qui avaient écouté Passe-moi le sel, j'ai dit, ouais, bosser avec eux, avec lui. Ouais. Donc ouais, en fait, LinkedIn, ça m'a permis de réseauter avec vous, et créer un groupe, tu vois. Et on progresse ensemble, tu vois, en fait. Ouais. Et ça, je trouve ça super cool, tu vois. Ouais, c'est vrai. J'ai un peu perdu le truc, l'effet de groupe, moi. Je pense que c'est
Ça me manque. Du coup, là, j'ai fait un move pour réintégrer un groupe de bootcamp. Mais je trouve aussi que quand tu es dans des groupes avec des personnes qui ont des profils similaires, donc des indeps, plus ou moins avancés dans leur lancement ou des choses comme ça, un peu comme ce que tu disais, genre, moi j'ai besoin du conseil, mais à J-40, Ouais. et ben, du coup, tu te rends compte au groupe et t'es au moment où tu as le même besoin. Et après, chacun avance à sa façon ou avec ses motivations et tout. Et puis, du coup, c'est dur de. Pour moi, c'est difficile de suivre les gens dans le temps. Ouais, c'est dur de suivre les gens dans le temps. C'est un peu comme les amis où t'as avec les amis, genre qu'est-ce qui fait qu'on a des meilleurs amis aussi, enfin des relations aussi profondes quand on est enfant. On va à la même école, on fait les mêmes choses, on habite dans le même quartier, tu vois. Et du coup, quand tu fais une promo, une formation, un truc comme ça avec des gens, tu vas dans la même école, tu es au même endroit, vous êtes au même moment, tu vois, business, un peu comme tu as le même âge. Dès que tu sors de la promo, ben ça s'écrème un peu. Donc moi, au fil du temps, j'ai gardé des contacts un peu de chaque promo que j'ai fait, chaque bootcamp, chaque formation, à droite à gauche, dont toi du coup, et d'autres non. Et là, du coup, il y a pas très longtemps, ça me manquait, donc j'ai recommencé de zéro la formation que j'avais fait l'année dernière avec Loïc, et vraiment pour continuer à pratiquer, tu vois. Et Formation sur la PNL, c'est ça? ouais, Tu peux rappeler c'est quoi la PNL? ouais, Parce que c'est pas le groupe de musique. non, bah remarque si Loïc il avait un groupe de musique, je serais pas étonnée. C'est le formateur du coup pour les gens qui connaissent pas. Donc Loïc en gros c'est un gars qui est à la base qui est coach et qui est aussi praticien, maître praticien et formateur PNL. Et la PNL c'est une pratique qui fait partie du courant de comment on peut dire de thérapie brève, tu vois, comme le MDR ou des choses comme ça. Et en gros, la PNL, ça veut dire programmation neuro-linguistique. Et le but, c'est d'utiliser et d'analyser les mots comme étant la façon dont on vit les expériences et dont on expérience le monde. Et du coup, d'utiliser aussi la langue et les mots utilisés pour venir changer des comportements gênants ou des croyances limitantes ou des schémas personnels qu'on a qui ne nous conviennent pas. Donc, tu vois, si je te donne un exemple, puisque du coup, c'est un peu abstrait dit comme ça, mais parfois, tu as des gens qui sont hyper stressés parce qu'ils se sentent devant une montagne. Littéralement, ils expériencent le fait d'être au pied d'une montagne. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de panneau devant eux, ils ont le vertige, ils ont des tongs cassés, ils n'ont pas de bouteille d'eau, ce que tu veux. Et en fait, c'est leur vécu à eux. Et du coup, en PNL, tu travailles avec les mots, l'analyse des mots et reschématiser le comportement pour trouver un accès, avancer et tout. C'est en plus du coaching et c'est pour vraiment travailler la partie où les gens ont des croyances limitantes. En coaching, ça suffit pas pour les faire passer à l'action, en fait. Tu peux comprendre que tu es quelqu'un de stressé parce que tu imagines qu'on va te juger. Mais même si, une fois que tu l'as compris et que tu as compris en précision, genre pourquoi toi tu avais cette peur-là, ça te dit pas vraiment quoi en faire. Et la PNL, c'est le petit truc, le petit branchement puzzle trop bien là, qui te fait vivre une situation d'une meilleure façon. Et le lendemain, c'est bon, tu es autonome, tu peux le refaire. T'as plus peur du regard des autres, t'as plus peur du stress de l'argent, t'as plus peur de tout ça. On avait fait une session, toi et moi. Ouais, et tu vas rigoler parce que je vais dire un truc que tu n'étais pas au courant en fait. Je me marre déjà. Qu'est-ce que tu vas me dire? Déjà tard, je t'avais dit que j'étais stressé de mon lancement parce que c'était quand même un gouffre de passer de salarié à être à son compte, où je stressais, tu vois. Et je me suis dit, en fait, ce qui me faisait ma force, tu vois, c'est de réinvestir en moi et de prendre des coachs, de me former et tout. Hein. Du coup, j'ai pris Sarah Saidi, que tu connais bien. Chaque semaine, je la vois en fait. Et on discute des sujets qui me bloquent. Et au bout de 2-3 séances, tu vois, j'ai commencé à être moins stressé, j'ai commencé à reprendre la création de contenu. Ça m'a débloqué plein de choses en fait, tu vois. Et je lui ai dit, mais Sarah, en fait, tu vois, chaque semaine, c'est cool, on se voit. En plus, je suis content parce que maintenant que je suis à mon compte, bah, du coup, j'achète tes services. Même si on est amis et tout, moi, je trouve que c'est important, tu vois. Et je suis content, en fait, de ça, tu vois. Parce que être à mon compte, ça permet de réinvestir ma thune, tu vois, entre guillemets, en moi, dans l'entreprise. Et c'est cool de faire aussi et partager avec les potes, tu vois. Et c'est génial. Du coup, tu travailles avec tes amis. Et c'est génial. Ouais. Et donc, je lui disais, ouais, les séances qui débloquent et tout, c'est plus du brief work, tu vois. Enfin,
n'était pas non plus ma psy, tu vois. Donc, je sais pas c'est quoi, en fait. Elle m'a dit, mais en fait, je te fais de la PNL, en fait. Trop bien. Je dis, c'est vraiment ça. Et du coup, tu vois, après, j'ai fait une séance avec toi, tu vois. Je dis, c'est cool. Et tu sais ce que j'ai fait après? J'ai appelé Loïc. J'ai appelé Loïc et je lui ai dit, j'ai vu que tu as un bouton qui sort. Moi, en termes de dispo, c'est en semaine et tout, je ne saurais pas le faire, tu vois. Du coup, il a coupé la part en deux. Il m'a dit, écoute, en plus, je sais pas si ça t'intéressait, Christophe, mais par contre, je te donne accès à tous les cours en vidéo. Du coup, il m'a donné accès à toutes les vidéos. Je lui ai dit, mais attention, tu me factures, hein, parce que mais non, j'ai ma propre boîte, tu vois, donc c'est cool, tu vois. Il a dit, ok, j'ai jamais fait ça, mais ouais, très bonne idée, tu vois. Du coup, j'ai commencé à suivre ces cours. Je sais pas où ça va aller, mais vu comment moi ça m'a débloqué, Ouais. je me suis dit, putain, j'ai plein de. En fait, ce qui fait la force dans mon travail en tant que Scrum Master, c'est tous les one-to-one que j'ai avec les gens, en fait. Parce que je vais les voir, je prends la peine d'aller les voir. Et tu vois, il y a d'autres Scrum Masters qui pourraient faire des ateliers collectifs à 20 personnes et tout. J'en fais, tu vois, mais j'en fais moins que d'autres parce que je suis un peu moins à l'aise. Et en plus, quand c'est à distance, c'est moins fun. Alors Ouais. qu'avant, dans mon ancienne boîte, on faisait tout sur place et c'est pas la même énergie. Ouais. Donc, moi, par contre, ma force, c'est d'aller voir les gens one-to-one et qui ressortent de la réunion ou de l'échange avec plus d'énergie. Et je me dis, à PNL, ça peut être. Ouais. Tu peux faire un groupe aussi. Ouais. Ça peut m'aider Enfin, parce que les gens, ils sont stressés au final, tu vois. Enfin, Ouais. c'est toujours pareil, tu vois. Mais même, Ils ont tu des vois, blocages. du coup, donc par rapport à cette pratique-là, moi, ça m'a aidé personnellement. Et aussi, du coup, maintenant, le bootcamp, pour l'anecdote, le bootcamp Ouais. que Loïc fait, à la base, lui, il était praticien, donc il pratiquait tous les jours, donc, comme en consultation. Et en fait, un jour, en groupe de co-développement, je lui ai dit, moi, que je voulais apprendre ce qu'il savait faire. Et du coup, il s'est dit, ah oui, mais en fait, il y a plein de gens qui... Je ne suis pas obligée juste de pratiquer et de coacher, je peux aussi apprendre. Et moi, le besoin, c'était, je donne des conseils à des gens et ils ne les utilisent pas. Ils valident que c'est des bons conseils, ils sont contents, ils en ont eu pour leur argent, tout le monde est satisfait. Et moi, je vois des gens qui ne passent pas à l'action. Et du coup, il m'a dit, c'est tout ce qui te manque, c'est ça. C'est en fait, tu peux pas juste dire aux gens, bah oui, t'es stressé, arrête de stresser, tiens, fais ci, fais ça. Tu peux pas juste proposer toujours de la surcompensation pour que les gens aient du soulagement. Le soulagement, c'est l'action de devenir soulagé, tu vois. Mais je veux dire, c'est pas de la paix. Du coup, quand t'es en PNL, t'as quelqu'un qui dit, moi, j'aimerais me sentir rassuré, soulagé, apaisé. Tu veux pas carrément être trop bien. Ah bah si, en fait là tu te rends compte déjà juste que dans le passage à l'action pour être un peu apaisé, un peu moins stressé, et le passage à l'action pour être franchement bien, c'est pas les mêmes actions. Et en fait rien que ça, c'est tu vois de renvoyer le miroir aux gens en mode t'es quelqu'un qui va être moins stressé, mais tu veux pas être libéré et complètement euphorique 100% du temps. Ben si, pourquoi pas. Ok, viens, on bosse là-dessus du coup. On va pas juste travailler à te faire C'est moins pénible. compenser pour que ce soit moins pénible. Non, viens, on fonce quoi. Moi, ça m'a grave aidé. Bah Je suis écoute, contente pour toi. je te dirais, mais tu vois, c'est intéressant, tu vois. Enfin, et d'avoir un groupe comme vous, tu vois, ça m'inspire et ça me donne de nouvelles idées, tu vois, pour progresser. Et Trop bien. si tu peux le dire au quotidien, c'est génial, tu vois. Enfin, donc ouais, là, c'est marrant. Après le podcast et tout, enfin. Bah ouais, on se suit. Écoute, on est à la fin du podcast. Ouais. Mais t'inquiète, on va quand même utiliser les derniers quarts d'heure. Quelles questions je vais te poser? J'en ai plein. Je vais essayer d'en choisir les bonnes. Cette année, c'est quoi les choses qui te donnaient le plus d'énergie? C'est pas trois choses. Ouais. Mon chien. Ton chien? Ouais, on a adopté un chien. Et alors, la source d'énergie infinie, d'être tout le temps dehors avec elle, de jouer, de s'occuper de quelqu'un d'autre que de soi. Nous, on n'a pas d'enfant. Et du coup, c'est ton boulot, ton quotidien, ton machin. Et puis là, tu as un chien qui demande vachement d'attention. Et ça me met un peu en dehors de moi, tu vois. Et du coup, ça m'a donné vachement d'énergie. Donc ça, c'est un truc... la façon dont on s'en occupe aussi, tu vois. Ça, c'est un truc. Qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie aussi? Le sport. Moi, quand je suis fatiguée, je vais faire du sport. C'est mon premier réflexe. C'est pas dormir.
c'est pas me poser. Avant, c'était ça. Avant, c'était je suis crevée et tout. Et là, vraiment, au début de l'année, j'ai recommencé à courir. Je m'étais blessée l'année dernière, donc je courais plus et j'ai recommencé. Et ça, je le vois un peu comme une pompe à énergie. Même si c'est pour une petite distance ou une petite durée, un truc comme ça, c'est comme un muscle, tu vois. Je remets de l'énergie, je retranspire, je transpire des trucs pas bons et tout. Donc ça, c'est quelque chose. Et aussi les projets. Genre avoir des envies. Là, vraiment, si on pouvait si j'avais une watch là où tu peux mesurer les battements de cœur ou les trucs comme ça, quand je pense à mes projets et mes envies, là, vraiment, on est sur un pic d'excitation. Je me frotte les mains, quoi. Ça, Ah ça me donne voilà, de là, t'es l'énergie, trop ouais. teasé, là. C'est quoi comme genre de projet? Non, mais tu vois, c'est même pas des trucs de dingue, mais au début de l'année, j'étais super fatiguée, c'était un peu l'hiver et tout, et du coup, je me suis mis au calme. Ça m'a permis du coup de récupérer au printemps avec de l'énergie. Je pense aussi que parfois, quand t'es seul à ton compte entrepreneur, quand t'as des moments où t'as moins d'énergie, ça peut aussi être un peu flippant, tu vois, de se dire merde, je vais prendre du retard, je vais faire ci, il va m'arriver un truc et tout. Mais en fait, pas du tout. Quand t'es fatigué, t'es fatigué. C'est bien. Si tu l'écoutes, tu seras plus fatigué. Si tu l'écoutes pas, tu vas le rester. Donc, moi, déjà, j'ai récupéré de l'énergie en m'autorisant à rien faire pendant 3 mois. Enfin, en fait, si tu regardes la fréquence de ma présence sur Internet, des trucs comme ça, depuis le début de l'année, il y a Je te vois quasiment poster plus quand rien. même régulièrement sur LinkedIn. Non. Non, je pense que tu te trompes. Tu as dû voir 2 posts ce mois-ci. En mai, j'ai dû poster 1 post. Avant, j'en postais 5 par semaine. C'est vrai. Après, Après, je je dis suis ça, occupée à d'autres mais choses. pareil, comme toi, j'ai fait une pause là, mais. Ouais. Ok. Mais du coup, le fait de m'arrêter quand j'ai envie de m'arrêter, ben, ça donne de l'énergie. Tu vois, ça donne du courage aussi mental de se dire Mhm. je suis forte à fond et je suis forte au repos aussi, tu vois. Mhm. Et du coup, les projets, ouais, en fait, du coup, moi, cet été, ça fera 4 ans que je fais cette activité. Tous les ans, j'ai changé de forme, de business model. Enfin, j'ai fait évoluer le truc et du coup, j'adore ça. Et cette année, comme tous les ans, je rencontre un nouveau plafond de temps, de chiffre d'affaires et d'énergie. Où tu vois, où je suis en mode, bah, en fait, j'ai pas plus de temps pour faire plus, et si je faisais plus, j'aurais pas forcément l'énergie pour le faire. J'ai pas envie, donc je dois un peu réinventer le truc. Et en fait, habituellement, les dernières années, j'ai pensé un peu en projet, en offre, tu vois. Quelle est l'offre qui va me permettre de faire plus d'argent financièrement, de gagner un peu de temps, des choses comme ça. Et là, en fait, cette année, ce qui m'a reboosté, c'était de me dire, mais viens, je regarde en fait 10 fois plus loin. Je regarde pas l'année prochaine, je regarde même pas à 3 ans, je regarde genre à 25 ans, tu vois. Mais vraiment. Et en fait, ça ouvre le champ des possibles de dire, OK, mais en fait, à 25 ans, déjà, je me vois encore faire des trucs que j'aime bien, mais je me vois faire des trucs nouveaux. Et mon truc aujourd'hui, et peut-être que ça changera. Donc, il y a peut-être des gens qui vont écouter ou regarder cet épisode et se dire, imaginez que c'est ça que je vais faire. En fait, je vais peut-être changer d'avis. J'ai envie aujourd'hui d'aller travailler avec d'autres typologies de personnes et d'entrepreneurs. Donc, pas forcément rester dans la restauration. Enfin, en fait, j'ai cet appel parce que j'ai commencé à le faire en répondant oui, tout simplement, quand on m'a demandé, et j'aime bien. Pour moi, c'est comme, tu sais, tu manges des pâtes tous les jours et là, tu manges de la salade de fruits trop bonne. Et le fait, du coup, d'aller travailler sur des nouveaux sujets. Donc ça, j'ai envie de ça. Et j'aimerais bien pouvoir commencer à travailler aussi en groupe, tu vois, plus en format d'atelier ou peut-être des conférences, vraiment transmettre du message à une énergie de groupe et pas juste une personne où on tourne sur toi et tout, ce qui est quand même hyper important et a de la valeur, mais groupe. Et j'ai envie de commencer à transiter vers une façon d'exercer mon métier qui est beaucoup plus globale et qui, aujourd'hui, je donne à mes clients ce qu'on me donne à moi en business, du coaching, du conseil, des process, de la stratégie, comme d'autres personnes vont me le donner à moi. Mais ce qui, moi, me compose et compose ce que j'estime être ma réussite, mon plaisir, mon épanouissement, il y a beaucoup plus de choses. Il y a mon quotidien, il y a le fait d'être dehors dans la nature, qui pleuve, qui vente, qui ce que tu veux, le fait de me baigner dans la mer quand elle est à 6 degrés, le fait j'ai pas envie de courir, mais j'y vais quand même aujourd'hui parce que je sens que j'ai besoin de me bouger un peu sur un truc. Enfin, ou la naturopathie, le régime alimentaire, et des trucs comme ça. Et j'aimerais bien en fait commencer à transiter vers quelque chose une façon d'exercer mon métier qui permet aux gens de pas juste être dans le mental tout le temps et dans le comment faire ci, comment faire ça, comment faire la stratégie. Et bien on fait de la stratégie, mais en plus, on se sent hyper bien physiquement quand on le fait. J'aimerais bien apprendre à faire des massages. J'aimerais bien passer une certification de naturopathie. J'aimerais bien accueillir des gens dans un espace, dans un lieu,
que j'incarne ou qui m'incarne ou qui incarne ce que moi j'estime être l'essentiel pour se sentir bien et en joie, peu importe ce que tu as dans ta vie. Et en fait, de le faire vivre aux gens et qu'ils repartent en l'ayant vécu et en ayant compris que ça leur correspond, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, si tu as envie de te sentir... t'es stressé ou t'es fatigué, tu veux te sentir mieux, tu peux regarder sur Google et là, on va te dire... dors, prends des vitamines, prends des médocs. C'est très clinique. C'est une approche, j'ai mal là et j'ai machin. Mais en fait, si tu comprends que tu es fatigué parce que tu n'as pas respiré de l'air pur depuis plus de 7 jours, ben, tu vas respirer de l'air et là, tu n'es plus fatigué alors que tu pensais que tu devais dormir, prendre des vitamines, machin. En fait, non, il fallait juste être dans une putain de forêt. Pardon. Et où fallait faire du sport, t'aimes pas le sport, ben voilà, c'est ça. Donc moi, j'ai envie d'incarner ça. Donc dans 25 ans, si je fais ça et que j'accueille des gens physiquement dans un endroit et on peut adopter un style de vie tout en travaillant sur de l'enrichissement personnel ou même financier et tout, je serais trop contente. Ouais, je savais pas ça, hein. Comme quoi. Mais je suis comme toi, en fait, en envie d'apprendre de nouvelles choses, tu vois. Tu veux pas rester niché dans ton secteur. Ouais, j'ai surtout envie de donner ce qui marche pour moi. Tu vois, la PNL, ça a marché pour toi. Ouais. Moi, là, aujourd'hui, je pense que si j'ai encore mon business, c'est parce que je fais suivre par des naturopathes, je fais des massages et des saunas. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que j'ai utilisé mon intellect et j'ai eu des bonnes idées, j'ai suivi des bons conseils. Non, c'est parce que j'ai aussi la capacité et j'utilise le fait d'aller chercher d'autres choses, tu vois. Aujourd'hui, là, on fait un cross IT restauration. Ben, on peut faire un cross massage, sauna, business et on trouvera des façons dont les deux se servent. Donc, c'est oui, le fait d'apprendre des choses, mais c'est le fait de regarder l'entreprise et le travail et la vie de manière genre beaucoup plus globale, avec beaucoup plus de composantes, beaucoup plus d'alternatives. Donc, moi, j'ai envie de donner ça, tu vois. Pour le faire, il faudrait que j'apprenne et que je passe 2-3 certifs, mais je suis chaude. Non, ça me donne de l'énergie. Ah, moi, je suis comme toi, hein. Et ça, tu vois, je l'ai un peu oublié, tu vois. Au début d'année, je t'étais dans le guidon, concentration sur la mission, Ah oui, parce que tu sur te le lances. débat. Ouais. Moi, il y a 4 ans, je te disais, je veux survivre dans un mois. Ouais, c'est vrai. Tu vois, enfin, on remet le truc aussi à son échelle de temps, quoi. Ouais, mais après, tu vois, c'est c'est se refaire plaisir, mais aussi apprendre des nouvelles choses, tu vois. Et aussi, moi, ce que j'aime bien maintenant, j'ai mis du temps à le comprendre, c'est en fait, recommencer à être un débutant. Et moi, je trouve ça génial, en fait. Oui, tu stresses, t'as des doutes et tout, mais après, comment on peut dire ça, hein. Ça donne l'obsession, en fait. Ça donne l'obsession et du coup, t'es toujours focus sur ça et ouais, t'as envie d'apprendre et de progresser et du coup, tu rencontres encore de nouvelles personnes, tu te remets en cause. Après, tu perds aussi des gens en route. Et ouais, je trouve ça vachement excitant, en fait. C'est pour ça que, tu vois, je suis passé à mon compte. Ça te donne de l'énergie aussi, ça? Ça me donne de l'énergie, ouais. Ça me donne de l'énergie et ça me donne d'autres perspectives. Après, on va se dire les choses. Il y a encore plein de trucs, je sais pas ce que je fais, hein. Je sais pas où je vais aller, tu vois. Peut-être tu me disais le podcast, ça te ramène des clients et tout. Ben, je sais pas, en fait. Par contre, je sais que mon cercle, il grandit. Et c'est cool. Et tu vois, le truc qui est marrant, c'est que tu vois, je rencontre d'autres personnes, d'autres équipes, tu vois. Écoute, dès là, ils me disent ah, j'ai vu ton podcast sur YouTube et tout. C'était vachement sympa l'épisode avec Emmanuel et l'autre avec Manon. C'est quoi ce bordel? Tu ne sais pas en fait, tu vois. Et c'est cool. En fait, ça t'amène des trucs en plus, tu vois. Et tu vois, ces gens-là, si t'enlèves le côté stratégie et tout, si un jour il y a un problème, bah, je peux aller les voir, tu vois. On se connaît déjà en fait. À cause de mon podcast, parce qu'ils l'ont vu, tu vois. Ils voient un peu comment je réfléchis et tout. Une façon de rencontrer et d'être rencontré par plein de gens et puis qui vont te ressembler aussi, avec qui tu vas t'aligner. Bah, c'est pour ça que tu vois, le podcast, j'ai envie de le continuer. Autant LinkedIn, j'ai du mal quand même à tenir la longueur parce qu'il faut écrire. Il y a les codes de copywriting, machin bidule. Puis tu es limité à 3000 caractères. Et j'ai l'impression que les posts, les gens, plus de 1000 ou 2000 caractères, ils lisent plus, tu vois. Alors que moi, je suis habitué à faire les gros pavés. Bah, le podcast, au moins, tu vois, je suis devant la caméra, donc s'ils voient que je raconte des conneries ou que ça leur plaît pas, ou fine, tu vois, ça fait la barrière et on se parle pas et on va pas travailler ensemble et c'est cool. Mais t'as d'autres personnes, tu vois, qui te connaissent pas, ils disent ah, il réfléchit comme ça.
Moi aussi, j'aime ce genre de choses et tout. Moi aussi, je pense comme lui et c'est cool. Ou alors, je suis pas d'accord, mais par contre, j'ai envie d'en discuter avec lui. Et ça, je trouve ça génial, tu vois. Et ça je l'ai pas vu venir, ça, clairement. Ça, je trouve ça cool. Donc, Ouais. je sais pas encore où je vais avec ce média et tout, mais je vais le continuer parce qu'en fait, ça m'importe au quotidien, tu vois. Et c'est cool. Bah ouais. Tu sauras où tu vas quand il sera peut-être. Mm. Mais ça, c'est grâce à vous, hein. C'est grâce à toi, à Sarah et les autres. Sinon, je pense que le chemin, il sera plus dur, en fait. Ouais. Ben, moi aussi, j'ai eu mes... Et j'ai toujours mes inspi. Un peu les gens que je vais modéliser pour certains trucs un peu précis en mode ah, telle personne, elle est vraiment bien pour faire ça. Comment elle ferait dans cette situation? Après ça, ok, je le fais du coup. Mais je raisonne comme ça, en fait. Modélisation. Ouais, c'est ça. Ok. C'est vraiment... Mais après, parfois, ça peut aussi poser des soucis, tu vois, quand tu as des personnes dont tu valorises les conseils, le savoir et tout, et puis un jour, ils te disent un truc et c'est pas tout à fait ce que tu aurais voulu, toi, entendre. Ça, en ce moment, j'ai eu un peu un truc comme ça, où tu sais, ça peut aussi te créer un petit bug interne. En mode, je sais pas, Chris, il a toujours dit ça, tout ce qu'il a dit à ce sujet-là, c'est génial, et là, il me donne un point de vue sur un autre truc, et en fait, non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait? On dézingue tout ce qu'il a dit avant, ou on fait le tri, ou on va chercher ailleurs. C'est un peu ça aussi avec les relations, je trouve. Savoir trier. Non, faut Genre, savoir qu'est-ce que tu viens prendre, qu'est-ce que tu ne prends pas. Ouais, tu sais, le truc que j'ai aimé aussi, un truc que tu as dit tout à l'heure, hein, c'est de se prendre du repos et de couper. Et là, tu vois, sur LinkedIn, j'ai fait une longue pause, hein, au moins de janvier jusqu'à avril. Et c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui sont venus me voir, en fait. Ouais, et des gens que je ne m'attendais pas, tu sais, ils venaient prendre des nouvelles. Et ça, je trouve ça cool. Parce que je me dis, en fait, c'est quand tu es silencieux et que tu disparais que tu vois un peu les gens qui sont désintéressés. Ouais, après, bon, je pense que je suis un peu dure avec les trucs Ouais. sur les réseaux, mais on parle d'un réseau. Les gens se connaissent pas vraiment. En fait, ce que tu mets sur LinkedIn, c'est filtré, c'est trié, c'est ce que tu veux. Donc oui, quand tu disparais, on voit les gens qui se présentent et tout, mais remettons les choses dans leur perspective. C'est un réseau social. L'authenticité, elle est à moins de 1%. Donc oui, c'est chouette, tu vois. Mais je pense que les amis proches, c'est ceux qui t'écrivent un WhatsApp ou qui t'appellent ou ce que tu veux. C'est comme ça que j'allais te dire. Ouais. En fait, ça, j'ai disparu de LinkedIn, mais par contre, ils sont venus prendre des nouvelles, pas sur LinkedIn, sur WhatsApp. Et ça change tout. Et moi, ça m'a vachement touché, tu vois. Enfin, je me suis dit, ah, c'est cool. Ouais. Mais vraiment, en fait, c'est ça qui est fort dans les réseaux sociaux, c'est que, ok, il y a tout ça, les podcasts et tout. Après, c'est ce qui se passe derrière. Ouais. Et, Arriver à se sortir de son quotidien pour penser Exactement. aux autres. Il y a des étudiants qui ont fait une expérience. Ils ont pris un groupe de personnes et pendant des mois, ils leur ont appris la parabole du bon samaritain. Donc, ils leur ont appris l'altruisme pur et dur. Donc, on leur a dit comment on s'occupe des gens. C'est ça l'altruisme. Et du coup, ces personnes-là ont dû vivre comme des bons samaritaines pendant des mois. Donc, vraiment, ils ont été mis dans des conditions de 100% on donne. Au bout de certains mois... Ça fait peur ton truc là. Ouais, bah, franchement, Ok. Je pense qu'on voit venir le truc, mais bref. Ouais. Donc les gens ont appris ça jusqu'à valider une façon de fonctionner qui était vraiment le bon samaritain. Ensuite, ils ont divisé les gens en 3 groupes. Ils leur ont dit la suite de l'expérience, c'est qu'on va enregistrer des capsules audio sur votre expérience. Au premier groupe, ils ont dit la capsule audio, vous l'enregistrez dans le bâtiment là-bas. Vous avez le temps, vous êtes à l'heure, mais mieux vaut partir maintenant. Les gens y vont. Au deuxième groupe, ils ont dit le bâtiment pour enregistrer est là-bas. Par contre, attention, vous êtes assez ric-rac, vaut mieux pas traîner. Et le troisième groupe, ils lui ont dit vous êtes à la bourre totale, franchement, grouillez-vous le cul, on y va. Ok. Pardon. J'imagine qu'ils leur ont pas dit comme ça. Et sur l'itinéraire de ces groupes-là, entre là où ils étaient et le bâtiment, ils ont mis des gens en difficulté. Des gens qui montraient des signes, des acteurs et des actrices qui montraient des signes de personnes qui sont en difficulté. Le seul groupe qui ne sait pas... Donc, ils ont tous appris l'altruisme, le fait de s'occuper des gens en premier. Le seul groupe qui s'est pas arrêté, c'est le groupe à qui on a dit « Vous êtes à la bourre, grouillez-vous ». Et aujourd'hui, on est tous à la bourre et on est tous en train de se grouiller toute la journée. Quand on a rendez-vous quelque part, on part pile à l'heure pour arriver pile à l'heure. Quand tu as un rendez-vous, le mec, il a 1 minute de retard en visio, t'es déjà vénère, t'as dépassé de 3 minutes, t'es déjà en panique pour ton prochain truc. Ton mail, il t'a pris plus de 15 minutes, c'est pas correct.
ton dîner, ça te prend du temps, mais t'aurais aussi voulu faire et du sport, et du machin, et truc, et ton machin et tout. On est tellement pressé par le temps, on a tellement de choses à faire, qu'on est devenu, parfois, ou pas tout le monde, je dis on comme ça, si des gens veulent se reconnaître, ils se reconnaîtront. Moi, je me reconnais pour avant et parfois aujourd'hui où je switch et je suis en mode bulldozer, ce qui est pas top, mais bon, voilà, ça peut arriver. On est tellement pressé qu'on ne fait même plus attention aux autres, on se pose pas de questions. Quand tu es dans le métro et qu'il y a quelqu'un qui te fout son sac à dos dans la tronche, le premier réflexe, c'est de dire quel connard, il m'a mis son sac à dos dans la tronche, c'est mal poli et tout. Peut-être qu'en fait, le mec, il a trop mal quelque part et enlever son sac à dos, ça lui fait trop mal. Les 2 premiers groupes, ils auraient eu la compassion d'imaginer que c'est quelqu'un qui est allongé sur le bord de la route parce qu'elle a un problème et c'est pas juste quelqu'un qui fait sa sieste au mauvais endroit. Et le dernier groupe, ils étaient tellement pressés qu'ils se sont pas arrêtés. Alors qu'ils ont passé des mois à apprendre ça. Et du coup, je crois que ce que ça nous apprend, c'est qu'aujourd'hui, tu peux avoir toutes les bonnes intentions, les bonnes valeurs. Tu peux être quelqu'un qui a de la générosité, de la bienveillance, etc. Si tu continues et que tu ne t'arrêtes jamais et que tu fais que accélérer et que tout n'est que croissance et que tout n'est que rapidité et que tu prends tout pour des acquis comme un socle sur lequel on rajoute des choses au-dessus, ben tu deviens comme ce groupe-là qui fait tout ce qu'on lui dit mais qui s'arrête pas, qui regarde rien d'autre et qui fait pas les choses très correctement. Et le truc de on fait ce qu'on me dit, je fais ce qu'on me dit parce que je suis trop pressée pour réfléchir. Moi, c'est un des top trucs qui me fait hyper peur aujourd'hui pour tout le monde, tu vois. Tout le monde. Donc voilà pour la petite aparté apprentissage. C'est bien de ralentir. Ouais. Pour soi, pour les autres, pour la société, pour l'écosystème. Juste calmez-vous, quoi. Toujours plus, la roue du hamster, la Trace. Ouais. Mais non, mais je comprends. Et tu vois, là, j'ai commencé à prendre les ponts, à partir en voyage et tout. Alors que de janvier jusqu'à avril, j'ai rien fait, tu vois. Parce que toujours plus, rester focus. Mais non, en fait, t'as besoin de te déconnecter et de voir d'autres choses. Mm. Et même pour les gens qui vivent avec toi, Ouais. au final, si tu travailles tard le soir, c'est pas tes clients qui vont se souvenir, hein, c'est les gens qui sont autour de toi, en fait. Ouais. Ouais, et puis il y a aussi il y a des gens qui travaillent tard le soir et il y a des gens qui travaillent de 9h à 18h, mais avec tellement d'intensité, ils donnent tellement de leur personne qu'à la fin, ils sont à l'heure pour l'apéro, le dîner, les enfants, ils sont pas présents. Et Ouais. pour moi, c'est pire. En fait, si Victor m'écoute, il écoutera jamais cet épisode, moi je préfère que tu rentres à 21h et que tu sois en forme, ou à 23h et que tu sois de bonne humeur et que tu sois bien, tu vois, plutôt que de rentrer à 18h et de pas avoir une capacité de dialogue, enfin la capacité de dialogue d'une l'autre, quoi. Donc ouais, il y a un vrai truc avec ça. C'est un vrai truc, un truc que je fais. Je sais, si tu as envie d'essayer, moi ça m'aide. J'imagine que ça s'adapte à moi, mais quand je rentre dans des gros rushs, déjà je le fais en conscience maintenant. Donc avec l'agenda, je veux que mes rushs et mes tunnels de boulot soient justifiés. Soit c'est parce que c'est hyper important, soit c'est parce que c'est maintenant, soit c'est parce que je l'ai choisi. Mais il n'y a plus de se mettre dans le jus pour se mettre dans le jus parce qu'on n'a pas regardé l'heure et qu'on n'a pas fait d'agenda et tout. Et pour chaque rush, genre chaque journée où ça peut m'arriver de pas avoir de pause, ça peut m'arriver de terminer tard, de commencer hyper tôt, ça peut durer des semaines, je me mets des bloqueurs sur mon agenda. Et en fait, c'est tout bête. Avant, je le faisais pas et je me disais, je ralentirai après. Mais ça s'arrête jamais, en fait. Non. Jamais. Il y a toujours un nouveau projet. Et puis du coup, quand tu cales pas les choses, quand t'as pas d'objectif, quand tu sais pas quand est-ce que t'as fait du bon boulot, t'es à la bourre, t'es en retard, machin, bah du coup, t'es tout le temps en retard. Donc, tu n'as jamais de raison de t'arrêter. Du coup, moi, là, je sors de 3 semaines de gros jus. J'ai 4 bloqueurs sur la suite du mois. Ensuite, j'ai un gros jus. Je me suis mis des bloqueurs de mi-journée, etc. Et c'est juste moi et moi-même pour m'assurer que quand je suis dans le jus, j'en profite. Parce que je sais qu'après, j'ai mon matelas d'atterrissage. Et quand je suis off un mercredi après-midi et que je ne fous rien, que je sais pas, j'ai rien prévu, ben, je le fais en mode mais non, mais rappelle-toi, c'est Laurine de Mars qui était en train de galérer qui t'a prévu ça, donc tu profites. Petit tips. Gratos, non sollicité. Tout noté. Bon, merci Laurine. Je pense qu'on aura pu continuer pendant 1 heure, mais je pense que le studio il va bientôt nous virer. Si on travaille avec toi, discuter avec toi, on te retrouve où, Laurine? Officiellement partout, sauf sur TikTok. Non, sur Insta, sur LinkedIn. Mon podcast, il s'appelle Passe-moi le sel. Et la newsletter, elle s'appelle Passe-moi le sel. Et avant, je disais, vous pouvez m'écrire, je réponds tous les jours. Mais aujourd'hui, je ne réponds plus tous les jours, mais vous pouvez quand même m'écrire. Je réponds au moins 1 fois par semaine. Moi, j'aime bien ton Instagram, là, en fait.
En plus, t'as dit que tu trouvais en plus des clients avec ça. Moi, je trouve ton Instagram rafraîchissant, tu vois. Enfin, Ah, cool. Des fois, tu vois, je vois les stories, je rigole. Je rigole Ah dans ouais le train ou dans le message, je me dis, mais qu'est-ce qui est fou, elle Et C'est des fois, très spontané. Mais oui, c'est très spontané, mais c'est ça qu'on veut, en fait. Tu vois, c'est ça qu'on veut. T'as vu hier le truc avec le DAC ou pas? Le quoi? Le DAC? Non, ça te Non, dit rien. j'ai pas vu, non. Je te fais genre hyper rapide. Tu sais, parfois, tu t'es en train de te coucher ou tu es en train de faire un truc, tu cours, tu fais tes courses et là, tu repenses à un truc que tu as dit ou que tu as fait il y a quelques mois et tu te dis putain, mais enfin, qu'est-ce que j'ai foutu? C'est n'importe quoi. Et avant-hier, j'ai eu ça, je me suis couchée tranquille et là, la mini, je rouvre les yeux en mode. Et en fait, je me suis rappelé qu'une de mes clientes qui s'appelle Sandra, qui est trop sympa en plus, elle m'avait écrit un message, on est censé se parler, je lui ai juste répondu DAC, genre D-A-C-C. Tu sais, genre pour d'accord, Ouais. mais genre la version diminutif. Et je lui ai juste répondu DAC. Je suis pas hyper formelle avec les gens avec qui je travaille. On est assez informel même, mais j'ai jamais lâché un DAC à quelqu'un dont le message invitait plutôt à une réponse un peu plus formulée. Et du coup, je l'ai mis en story hier et je me suis dit... En fait, je l'ai fait pour moi, pour me détendre. Et elle, je lui ai raconté. Et du coup, je trouvais que ça envoyait un message sympa aussi aux autres en mode... on peut avoir des paix de cerveau aussi. C'est comme ça. Donc, je me suis trop marrée hier en faisant ça. J'ai mis des photos et tout. Ça marche. Donc, allez Voilà. checker le Instagram de Laurine. Vous saurez tout sur les bêtises que je fais. Et c'est ton petit chien qui est très mignon. Et mon petit chien, ouais. Nico. Et merci, Chris, de m'avoir invité. Je sais que c'est un... Alors, les gens savent pas, mais on est samedi matin, en fait. Donc, Chris, il invite des gens en podcast dans un studio un samedi matin. Il passe des heures à préparer, des heures à enregistrer. Il dépense des centaines d'euros. Il met des heures à préparer des contenus pour valoriser et honorer le travail des autres personnes qu'il invite. Mettre en valeur ses compétences et le sien aussi. Et du coup, je pense qu'il faut consommer son contenu en ayant conscience de ça. C'est un énorme boulot et beaucoup de bienveillance et de générosité derrière. Donc, merci pour ça. Pour l'invitation et pour toute la démarche qu'il y a derrière. Bah, merci, Laurine. Namasté. Merci, Laurine. De toute façon, si je suis là aujourd'hui, t'en fais partie, c'est grâce à toi aussi. Donc, tu m'as beaucoup inspiré et aidé ces derniers mois et les dernières années. Donc, on va continuer comme ça. Hein. Ouais. Et c'est cool. Puis on va peut-être aller déjeuner. Bah ouais. Et vous mettez 5 étoiles dans le podcast Passe-moi le sel de Laurine et aussi ouais. le mien. Ouais, j'avoue. J'avoue. Et faites des feedbacks aussi. Aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de feedback avec les salariés, comme quoi c'est important, mais on est là tous sur Insta, sur LinkedIn, des podcasts tous les jours à consommer. On fait jamais de feedback. Moi, j'en souffre un peu. Parfois, je me dis, putain, mais j'aimerais bien que quelqu'un me donne un feedback, quoi. Tu vois, pas juste un merci ou il y a ci ou machin, juste donner des feedbacks à Chris, donner des idées. Juste ne soyez pas des consommateurs passifs qui sont roulés dessus par des contenus, c'est dommage. Mais tu sais, moi, j'adore ça, tu vois. J'en reçois des feedbacks, tu vois, des messages. Ils sont vraiment... Tu vois, la personne a pris du temps à l'écrire. Tu sais quoi? C'est trop sympa, ça. Non, mais je fais des screenshots. J'ai un album spécial sur un iPhone. Et le jour où je suis pas bien, où tout me fait chier, je revois ça et ça me refait ma journée. Moi aussi, j'ai mon petit love file. C'est Manon Verbeck qui m'avait donné le conseil. Ah oui? Ouais. C'est trop bien. Après, j'y retourne jamais, mais juste l'action c'est stocké quelque part. Ouais, voilà. Bah oui, il faut. On va aller manger? Oui. Bah, merci à toi, Laurine, et merci à vous. Et à la prochaine, parce que le podcast va reprendre. Ciao, ciao.